RMC. Mais je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs. C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but. C'est marrant sur Baptiste, il y a faute quand même. Il y a un C'est limite. Il y a un coup de cul, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Oh non, non, il y en a marre. Non. 20h-22h, Génération After. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast et qui nous regarde sur Afterfoot TV. C'est Génération After spécial Drôle de Dame, la seule émission à la radio qui parle pendant 2 heures de football étranger. Même quand un ballon d'or revient à un joueur de Ligue 1, peut-être pour l'Angleterre. Une drôle de dame qui était invitée à la cérémonie du ballon d'or mais qui a préféré passer sa soirée dans le grenier de son manoir londonien pour parler de Will Steele à Sunderland sur du Jean-Jacques Goldman. Bonsoir Julien Laurence, en direct de Londres. Salut mon Nico, salut à tous. Tu révèles un peu trop de secrets. T'inquiète pas, c'est la première fois. C'est la première. Faudra justifier ton choix de Goldman d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, tu verras, je t'expliquerai. Pour l'Espagne, une drôle de dame qui a décidé de boycotter le ballon d'or comme le Real de Vigny et Kiki. Bonsoir Edgar Groslo en direct de Madrid. Salut tout le monde, on est bien loin du ballon d'or ici à Madrid. Pour l'Italie, une drôle de dame dont le pays a gagné un ballon d'or au XXe siècle et cela reste la plus grande injustice du football des 20 dernières années. Bonsoir Daniele Manoussi. Bonsoir à tous ceux qui ont gagné un ballon d'or et à ceux qui l'ont pas gagné. Ouais, Cannavaro 2006, on est d'accord, hein, scandale. Hein. Bah non, moi je suis d'accord. T'es d'accord. Meilleur joueur de la Coupe du Monde, pourquoi pas. Daniele en direct de Rome. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui n'a plus émergé de ballon d'or depuis près de 30 ans. Mais en même temps, le foot est mort depuis 40 ans et cette récompense pour ado prépubère n'a aucun intérêt. Bonsoir Paulo Breitner. Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde. Les 3 Est-ce points. qu'un jour le vol de Ribéry en 2013 sera réparé? Jamais. C'est la grande cicatrice, sans mauvais jeu de mots bien sûr, de Franck Ribéry bien sûr, qui devait être récompensé cette année-là. Les 3 points, les drôles de dames, 15 secondes chacune. De quoi allez-vous nous parler dans ce numéro des drôles de dames? C'est parti, je commence avec toi Julien. Alors je vais vous parler du choc bien sûr entre Arsenal et Manchester City de dimanche, aussi entre l'autre choc de samedi, celui-là entre Manchester United et Chelsea. On aura une petite minute sympa, pas juste pour Jean-Jacques Goldman, mais aussi pour parler de nos Français entraîneurs de Championship. Polo. Alors, on va s'intéresser à Dortmund. Est-ce que Niko Kovac a enfin trouvé la solution, invaincu depuis le début de saison? Une minute un peu spéciale, puisque ce sera un anniversaire et pas n'importe lequel. Et puis, on va aller du côté du Bayern Munich, qui réalise la plus belle début de saison de son histoire. Mais est-ce que c'est le Bayern ou c'est un attaquant britannique qui brille? Edgar. On va parler du cas d'Antoine Griezmann. On va se demander si c'est pas la saison de trop à l'Atlético. En tout cas, il est dans un rôle différent, plus souvent sur le banc que titulaire cette saison. On va parler des ambitions de l'Espagne en Ligue Europa, le Betis, le Celta Vigo qui croiseront tous les deux la route de clubs français. On va se demander ce que ça vaut cette saison. Et puis, pour la minute, on partira en Andalousie du côté de Séville. 11 ans après, Alexis Sanchez illumine de nouveau les pelouses de la Liga. L'une des plus belles régions d'Europe, selon moi. Daniele. On va parler de derby de Rome qui s'est joué ce week-end, de Pellegrini bien sûr qui a mis le but, qui a fait gagner les matchs à la Rome. On va parler de Milan AC aussi, de Allegri et voilà, du fait que ça va pas mal pour eux. Et voilà, c'est parti pour les drôles de dames sur RMC. Alors justement, on commence avec ce Arsenal-Manchester City, un partout score final. Haaland pour City, égalisation de Gabriel Martinelli dans le temps additionnel pour les Gunners. Match étrange, Julien. Que se passe-t-il avec Pep Guardiola, l'apôtre de la possession à outrance? Est-il en train de se transformer en José Mourinho? C'est le grand débat ici en Angleterre qui anime tout le monde un petit peu depuis hier après-midi. Nico, on en a déjà parlé un petit peu hier soir dans l'after, pour ceux qui étaient dimanche soir dans l'after, pour ceux qui étaient avec nous, avec Daniel et Walid. 30% de possession de balle, une défense à 5 pour la dernière demi-heure, un peu plus même d'ailleurs. Un seul joueur offensif, en tout cas un seul attaquant pour les 15 dernières minutes de la part de Pep Guardiola. On a juste jamais vu ça. Alors les blagues un petit peu partout, c'est est-ce qu'il s'est transformé en José Mourinho? Est-ce que c'est l'évolution vers Diego Simeone? Enfin, on peut la faire dans tous les sens avec tous les entraîneurs super défensifs qu'on a tous connus dans nos championnats. Mais c'est vrai que c'était très surprenant de la part de Guardiola qui a expliqué après le match, ça ne le dérangeait pas trop, mais il a dit voilà, il y a des fois où c'est pas comme ça qu'on veut jouer, mais tu subis, tu es forcé à jouer comme ça parce que l'adversaire est une très bonne équipe et qu'elle est meilleure que toi. Je veux bien, je comprends très bien son argument, il n'y a pas de problème. Simplement, il n'a pas non plus les joueurs de Stoke City, c'est quand même Pep Guardiola, c'est Manchester City, c'est un effectif qui coûte 2 milliards d'euros, c'est quand même des joueurs de très haut niveau, de très belle qualité. Donc me dis pas qu'avec ces joueurs-là, tu ne peux pas faire autre chose que garer ton bus devant ta défense, devant ton but,
dégager des ballons autant que tu peux sans vraiment vouloir le garder pour en faire quelque chose, que tu peux pas mettre Haaland dans des meilleures conditions que celles qu'on a vues hier sur le but qui marque après 9 minutes. Très bien, transition offensive, tu bats le pressing adverse, ça va très vite, Reinders, Haaland sur un genre de long 1-2, pas de problème, mais c'est la seule fois où tu l'as fait dans la rencontre. Après ça, tu as refusé le jeu, tu as refusé d'avoir le ballon. À la fois, tu passes tout près du coup parfait en réalité. Pas guardiolesque effectivement dans l'idée, mais sans ce but égalisateur, personne n'aurait forcément trouvé à redire sur le choix tactique de Pep Guardiola. La question, c'est est-ce qu'il est ponctuel ou est-ce que c'est une nouvelle tendance? Parce que tu dis, on n'a jamais vu ça, tu as raison. Hein, le mec en 601 matchs, Barcelone, Bayern, City confondus, voilà, il fait 33% de possession, un peu moins. Déjà contre United, il y a 10 jours, un peu moins, Julien, il a 43%. Donc, à domicile en plus, est-ce à dire que lui, n'y arrivant plus avec sa méthode, qui doit peut-être penser désuète ou dépassée, est-ce à dire qu'il va évoluer durablement? Tu as raison, c'est vrai, c'est une très bonne relance du débat. Ruben Dias disait quelque chose de très intéressant après le match, mais qui est pas, encore une fois, qui n'est pas nouveau, mais il disait c'est difficile pour nous en ce moment, on est en reconstruction et en gros, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais encore une fois, je veux bien, Nico, qu'on fasse ce qu'on peut et qu'on soit en reconstruction. Mais regarde les joueurs qu'il avait sur le terrain quand même. Il n'a pas été obligé d'aligner des gamins du centre de formation ou de la réserve ou des joueurs qui ne sont pas des joueurs déjà expérimentés et établis et qui sont des joueurs de très très haut niveau. C'est là où j'ai le plus de mal finalement. C'est que oui, parfois il faut sûrement évoluer. D'accord, très bien, même si encore une fois, ça va à l'encontre de tout ce que lui a pu nous dire depuis des années maintenant. Rappelez-vous la saison dernière, le match Manchester City-Arsenal, le 2-2, où Arsenal joue à 10 pendant toute la seconde période et il joue dans leurs 20 mètres. Et tout le monde avait critiqué Arteta en disant pourquoi est-ce qu'il n'a même pas essayé de jouer, pourquoi est-ce qu'il... Et là c'est pareil, donc là quoi, on devrait pas critiquer Pep Guardiola finalement pour faire quelque chose d'assez similaire, d'avoir parfois Erling Haaland comme libéraux dans une défense à 6. Ben, je suis désolé, moi j'étais très déçu. Alors oui, après tu as raison, il a failli gagner, en jouant moche, il a failli gagner, très bien, mais je suis même pas sûr que lui, ça lui aurait plu finalement de gagner en jouant moche. Est-ce qu'il n'y a pas une influence, je pose la question, je passe à la réponse, de l'ancien adjoint de Klopp qui l'a rejoint cet été, là, Pepin Lijnders, là, qui était libre depuis plusieurs mois, qui a bossé avec Klopp dans un football plus vertical. Est-ce qu'on en parle d'une influence éventuelle de lui ou pas? On en parle beaucoup, et c'est à juste titre d'ailleurs, mais plus sur l'évolution en termes de verticalité, tu l'as dit un petit peu, mais de pressing aussi. Pep Lijnders, il a d'ailleurs écrit un livre sur l'intensité des équipes de foot, des joueurs de foot, si vous voulez le lire. C'est super intéressant. Et puis c'est vrai qu'il a été l'adjoint de Klopp, parfois un petit peu envahissant entre guillemets on va dire, mais un très bon adjoint et c'est pour ça je pense que Guardiola est allé le chercher aussi l'été dernier pour remplacer Juan Manillo qui est son adjoint historique avant à City et qui était quelqu'un de très très différent de Pep Lijnders. Mais Pep Lijnders c'est pas un apôtre de on joue derrière avec un bloc très bas et on joue en contre. Il a la verticalité qu'il aime, mais c'est pas non plus le football qu'on a vu hier à l'Emirates, donc c'est en train de se mettre en place, oui sûrement. Mais à un moment, c'est pas non plus ce que Pep Lijnders, à mon avis, veut présenter comme football non plus. Donc c'est pour ça, c'est là où j'ai un petit peu de mal. Alors après, on verra, il y aura d'autres gros matchs pour City à jouer. Contre Napoli, par exemple, on en parlait un petit peu aussi en milieu de semaine. Vu que le Napoli a joué à 10 contre 11 pendant plus d'une heure, on n'a pas vu finalement une équipe de City défensive. Voilà, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire contre Liverpool, je ne sais pas ce qu'ils vont faire contre Tottenham à domicile par exemple quand ils perdent, ils ne sont pas là à jouer défensif. Donc voilà, là il a choisi ça a failli marcher, ça n'a pas marché finalement. Moi ça me déçoit de sa part de jouer ce football-là. Quel regard vous peut-être, vas-y Daniel, vas-y. Peut-être il s'est inspiré justement de Naples parce qu'après le match, il a dit à moi, avec l'équipe en 10, je ne serais pas capable de faire jouer mon équipe comme Conte. Et bon, on sait qu'il fait toujours des compliments un peu... On a des problèmes à croire à sa sincérité, mais là je pense qu'il était sincère, il a voulu essayer de jouer comme s'il était à 10 en fait. Il a dit je me mets derrière. Non mais franchement, sincèrement, je pense qu'on peut jouer comme ça au foot, il n'y a pas de manière meilleure d'autres pour jouer et pour gagner, mais après si on ne gagne pas, il faut assumer, parce que ça c'est un système qu'on peut dire qu'il a marché juste si on a gagné. Si on n'a pas gagné et on a pris un but à la fin... Tout à fait, exactement. Polo, ton regard là-dessus, parce que là, on a un coach ultra dogmatique qui a beaucoup apporté dans une école ancestrale du Barça, qui est peut-être en train de changer. Ça pose question, justement. Est-ce qu'il est en train de s'adapter à une nouvelle façon de jouer au foot? Déjà, Julien l'a rappelé, Haaland, Silva, Foden, Rodri, Ruben Dias, Guardiola, et j'en oublie, étaient déjà là l'année dernière.
Donc c'est un peu comme si on te demandait de jouer d'une façon complètement différente. Et moi, ce qui m'embête un petit peu là-dedans, c'est qu'on a presque l'impression que les joueurs de Manchester City acceptent ce qui se passe. Moi, j'ai pas envie de voir Manchester City, ou plutôt Guardiola, se mettre à faire, entre guillemets, du Mourinho. Julien m'a aussi coupé l'herbe sous le pied, parce que l'année dernière, tout le monde vantait, entre guillemets, Arsenal, où on disait, mais s'ils ouvraient le jeu, ils allaient se faire fendre en deux par Manchester City. Et aujourd'hui, on a presque l'impression qu'il y a un siècle qui est passé. Je trouve ça complètement fou, sauf à croire que Guardiola veut envie de faire le buzz, je sais pas quoi. J'arrive pas à comprendre, ou que le mec, il est complètement... il y a peut-être de ça, Polo, t'as raison. Hein, il est complètement cinglé, il est devenu complètement cinglé, autoritaire, c'est moi le maître, et ceci, que de toute façon, je peux faire ce que je veux, vous allez pas comprendre. Et je sais pas, je reste extrêmement dubitatif sur ce que nous raconte Julien, et sur ce qui vient de se passer, parce que c'est... imagine un Boris Becker qui fait du service volé, qui d'un seul coup passe sa carrière à faire que du concours. C'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. Ouais, mais imaginons que Pep Guardiola ne change rien, qu'il continue et qu'il ait des mauvais résultats et qu'il se prenne un 4-0 parce que son équipe est ouverte et qu'il essaye de jouer. Et que tu veux dire, est-ce qu'il fait pas du pragmatisme en fait? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on serait en train d'avoir le même débat en disant, vous voyez, il est dogmatique, il veut pas s'adapter quand son équipe est en difficulté. Alors évidemment, milieu, Edgar, quand même. Bien sûr, non mais bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Le fait de s'adapter en soi, pour moi, c'est preuve d'intelligence de la part d'un entraîneur. Alors là, peut-être qu'il en fait trop, mais... Là, il est trop long parce que juste pour finir, donc, la saison dernière, ils vont à l'Emirates, ils perdent 5-1, ils sont humiliés. Je pense qu'il y avait peut-être un petit peu de ça aussi dans l'esprit de Guardiola en préparant cette rencontre, ça je veux bien l'entendre. Il a parlé de la fatigue de son équipe qui a joué le derby de Manchester contre United le dimanche d'avant, Napoli le jeudi. Comme on l'a dit, même à 11 contre 10, ça reste un match de Ligue des Champions, De Bruyne qui revient, etc. Et là, ce gros match dimanche, dont je veux bien comprendre. Mais pour la première fois en je ne sais pas combien de temps, il aligne 2 fois la même équipe entre le match de Naples et ce match de dimanche. Et il nous explique qu'hier, quand on lui pose la question, je me suis réveillé ce matin, donc dimanche matin, le jour du match, et voilà, je me suis dit, c'est cette équipe-là qui va jouer, je vais garder la même équipe. Donc on en rigolait un petit peu hier, je l'ai appelé Panoramix parce que je sais pas, il s'est réveillé, c'était un druide, il s'est dit, bah voilà, c'est bon, c'est parfait, on va garder cette même équipe-là. Mais moi ça, si tu veux jouer défensivement, même si tu as été l'apôtre du football offensif, de la possession, que Guardiola lui-même a souvent critiqué les entraîneurs qui contre lui jouaient super défensif et garaient leur bus, etc., etc. Mais le problème, et c'est là où ça te joue des tours finalement, c'est que à la 93e minute, quand Arsenal égalise sur ce but de Martinelli là, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu as voulu faire ta tactique défensive, mais tu n'as jamais travaillé ta tactique défensive parce que c'est pas ce que tu fais à l'entraînement, on le sait très bien, on le sait tous. Ces joueurs-là que Polo a nommés, ils n'ont pas l'habitude de jouer défensivement avec toi. Ils n'ont jamais fait la défense à 5, c'était inconnu pour eux. Et bien là, ils sont beaucoup trop hauts cette fois, bizarrement, à la 93e minute. Il n'y a aucune pression sur le porteur du ballon qui est aisé pour qu'il trouve l'ouverture pour Martinelli. Donnarumma, bon là on les avait prévenus, il fait n'importe quoi, il ne sait pas gérer sa profondeur, etc. Donc il est à la rue totale sur le but. Et voilà, donc en fait tu t'es fait prendre à ton propre jeu, parce qu'en refusant le jeu comme tu l'as fait, en voulant jouer avec un bloc super bas et super défensif, ce à quoi tes joueurs ne sont pas habitués puisqu'ils ne jouent jamais comme ça, et ben là ils sont montés trop haut, ils ont laissé trop d'espace dans leur dos, aisé à trouver l'ouverture pour Martinelli, c'est comme ça qu'ils marquent, et c'est comme ça que finalement un match que tu aurais pu gagner en jouant très défensif, tu le gagnes pas parce que tu as demandé des choses à tes joueurs qui au final ils ne savaient pas faire. Bon, en tout cas, Julien, excuse-moi. Est-ce que Manchester City, depuis que Guardiola est là, s'est déjà retrouvé à la 9e place du championnat à 5 journées après 5 journées. 8 points de Liverpool, dont on nous annonce quelquefois, lorsque je dis les articles, que c'est la fin des haricots. Donc moi, je veux bien avoir une fin des haricots comme ça quand tu es avec 5 sur 5. Est-ce que c'est pas aussi un Guardiola, entre guillemets, fou Docteur Fou, quoi, Docteur Folamour, qui a envie de brûler ses vaisseaux, et de toute façon, après moi, il n'y a plus rien, il restera... je brûle tout, c'est la politique de la terre brûlée, etc. Je sais pas, moi, j'ai pas d'explication rationnelle à ce qui se passe, en fait, là. Ouais, tu as raison, peut-être qu'il y a ça, on en a déjà parlé un petit peu aussi, que c'est la dernière saison, donc tu recrutes un gardien qui n'est pas ton gardien, on l'adore, Donnarumma, sur sa ligne, c'est le meilleur... pas de problème, tout ce que tu veux. Mais ça n'est pas un gardien pour Guardiola, on le sait tous, même Daniele sera d'accord avec nous dans le jeu au pied, c'est pas ça, tu le recrutes, est-ce que c'est toi qui le recrutes, est-ce que c'est Hugo Viana, ton nouveau directeur sportif, c'est sûrement pour l'après Guardiola, j'imagine. Est-ce que finalement c'est pas un petit peu ça qu'on prépare déjà après lui, je sais pas, est-ce qu'il restera bien encore les 2 années qui lui restent de contrat, ou est-ce que ça c'est la dernière là et donc il est un peu en roue libre, comme tu dis Polo, et donc il tente des trucs, il fait des choses qu'il aurait peut-être pas fait il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans.
Je sais pas, on verra. Mais d'un côté, ça rend les choses un peu plus intéressantes parce que ça nous donne. On parle de choses dont on n'a pas l'habitude de parler avec Guardiola et tout ça. Donc le temps va nous donner des réponses aussi, j'imagine. Mais tu as raison, 9e avec 2 victoires en 5 journées pour commencer une saison, c'est du jamais vu. Ce qui est dingue, c'est qu'on en parle très peu en tout cas l'an dernier. Bon, c'est presque devenu une banalité en fait de retrouver City après 5 journées 9e de Première Ligue. Peut-être qu'il y avait aussi un traumatisme de février dernier, Julien, on l'a pas cité, hein. Le 5-1 contre Arsenal, peut-être qu'il avait encore en tête, mais on va voir. Hein, oui, parce que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, pour rejoindre ce qu'Edgar disait tout à fait aussi. C'est sûr qu'il y a peut-être un petit peu ce côté, on ne peut pas se refaire humilier de la même façon non plus. Bon, en tout cas, ils vont jouer Burnley, ils vont recevoir Burnley samedi à 16h. On va pas attendre de ce match d'avoir une confirmation d'une éventuelle évolution tactique de Guardiola, quoique on sera quand même attentif. Voilà pour City. Dans un instant, on parle d'Antoine Griezmann. Joue-t-il la saison de trop avec l'Atlético de Madrid? Edgar, tu vas en parler ce soir. C'est un remplaçant désormais chez les Colchoneros. Tiens, je demanderai aussi quelques exemples chez vous de grands joueurs en bout de course, en fin de course dans vos championnats, si vous en avez en tête, bien sûr. Dans un instant, la suite des Drôles de Dames. Merci d'être avec nous. RMC jusqu'à 22h, Génération After. RMC, 20h-22h, Génération After. Nicolas Jamin. Avec Polo Breitner, Julien Laurence, Edgar Grolot et Daniele Manoussi. Alors, Edgar, Antoine Griezmann est-il en train de faire la saison de trop à l'Atlético de Madrid, encore en place en ce week-end lors du déplacement à Majorque? Match nul 1 partout, il faudra qu'on parle également, on en parlera dans les prochaines semaines, dans le podcast After Espagne, de la forme actuelle de l'Atlético de Madrid, qui est largué dans ce début de saison. Il joue une demi-heure en moyenne par match, même pas, en Liga, Antoine Griezmann. Comment on commente son début de saison? Est-ce qu'on ne touche pas à la statue, Antoine Griezmann? Et toi, ton ressenti sur l'homme, l'athlète Griezmann sur un terrain surtout? C'est compliqué, il y a une action qui résume bien un petit peu son début de saison. Il est rentré face à Majorque et à un moment il a un ballon venu de la droite un petit peu en retrait, entrée de surface, pied gauche, il a le temps, c'est-à-dire vraiment une situation dans laquelle Antoine Griezmann qu'on connaît est parfaitement à l'aise et il fait une frappe un petit peu molle directement sur le gardien. J'ai vu la presse espagnole dire que c'était une passe au gardien. Voilà, ça illustre un petit peu son état de forme actuel. On a l'impression qu'il est plus vraiment capable d'être un tueur devant les cages, qu'il est plus vraiment capable d'être aussi décisif. Ce changement de statut, il dure pas seulement depuis le début de la saison, hein. Sur ses 16 derniers matchs avec l'Atlético, donc ça fait depuis le 19 avril dernier, il a été titulaire 5 fois. Donc depuis ce moment-là, il a vraiment changé de rôle et ça c'était avant sa prolongation, c'était avant de savoir qu'il allait rester une saison de plus à l'Atlético. On savait que c'était une possibilité qu'il ait ce nouveau rôle avec l'Atlético, mais maintenant il faut essayer de trouver une solution aussi pour que ce nouveau rôle ait de l'impact, pour qu'il arrive à apporter quelque chose à cette équipe-là, parce que pour moi la plus grande qualité d'Antoine Griezmann, c'est qu'il améliore ses coéquipiers qui sont autour de lui, il améliore son équipe et parfois c'est par le collectif qui brille et pas seulement par ce qu'il fait lui-même. Maintenant qu'on a dit ça, aujourd'hui on n'a plus trop ce ressenti-là, on n'a pas l'impression qu'il apporte vraiment une fraîcheur, qu'il apporte vraiment une créativité dingue à cette équipe-là. Et on n'a pas l'impression qu'au-delà du fait de rendre ses coéquipiers meilleurs, il est capable d'être décisif comme il l'était avant. Hein, sur tous ces matchs-là, il n'a pas marqué cette saison. Il a vraiment énormément de mal à trouver le fond des filets. Il n'a plus marqué depuis février dernier en Liga. Et on sent vraiment quelqu'un qui, j'ai l'impression, a un petit peu de retard physiquement sur les autres, qui a du mal avec l'intensité. J'ai l'impression que c'est un joueur qui, évidemment, a toujours du sens du jeu, mais qui, parfois fait les mauvais choix, qui n'est plus vraiment dans le bon tempo. Ceci étant dit, il a été titulaire une fois en Liga, c'est la seule victoire de l'Atlético cette saison, c'était face à Villarreal. Il fait un bon match mais sans être exceptionnel, et le match d'après en Liga il retrouve le banc. Donc c'est une situation un petit peu difficile parce que comment il a vu la situation justement? Lui, on sait qu'il était motivé à l'idée justement de savoir, évidemment qu'il pouvait avoir un rôle différent, mais de savoir qu'il pouvait se battre aussi pour retrouver sa place. Et on se disait même, en voyant le début de saison de l'Atlético, que peut-être que les difficultés de l'Atlético sans Antoine Griezmann allaient presque quelque part favoriser son retour dans le 11. Et en plus, ça s'est confirmé puisqu'ils ont gagné la première fois qu'il a été titulaire. Mais le problème, c'est que maintenant, il va falloir enchaîner. Et il va falloir vraiment profiter d'à chaque fois qu'il est titulaire ou à chaque fois qu'il a beaucoup de temps de jeu. Et on a l'impression que physiquement,
il n'en est plus en capacité. La saison dernière, en début de saison, ça allait parce qu'il y avait énormément de trêves, il arrivait à couper. Là, c'est le cas aussi sur ce début de saison, mais on n'a pas l'impression que physiquement ça tient. La saison dernière, on a l'impression qu'à chaque fois, il revenait d'une semaine de vacances et qu'il revenait en pleine forme. Là où en fin de saison dernière, quand il n'y avait pas de trêve comme en début de saison, il avait énormément de mal. Et j'ai l'impression de retrouver plutôt ce Griezmann-là qui m'a l'air fatigué, qui a toujours du génie, mais le génie, ça suffit pas toujours quand tes adversaires arrivent plus vite dans tes pieds et que t'as pas le temps, t'as plus la vivacité pour réagir assez vite. Voilà, j'ai l'impression que le génie de Griezmann est toujours là, mais qu'il a du mal à sortir maintenant. Il a du mal à sortir, et en tout cas, surtout, il va sortir de temps en temps, ça c'est sûr, mais il peut plus, j'ai l'impression, sortir tous les 3 jours, voire toutes les semaines, en tout cas à son niveau actuel. Et puis dans un jeu énergivore, comme celui que réclame Diego Simeone à l'Atlético de Madrid. 34 ans, Antoine Griezmann. C'est la dernière saison, quoi qu'il arrive, on le sait, Edgar. C'est bon maintenant. Si c'est comme ça, on peut l'imaginer. Maintenant, son contrat dure jusqu'en 2027. Ouais. Donc on peut imaginer 2 saisons de plus. On sait évidemment qu'il y a l'appel des États-Unis qui vont revenir à la charge cet été, qu'il a hésité aussi cet été, qu'il a fait le choix de rester à l'Atlético. Maintenant, on se posait la question, est-ce que c'est la saison de trop pour Antoine Griezmann? Pour moi, la notion de saison de trop ne se tient pas parce que c'est son choix personnel, c'est aussi un choix de vie de rester à Madrid avec sa famille, c'est le club de sa vie, il est heureux ici et même s'il fait encore 2-3 saisons à un moindre niveau et qu'il termine en bout de banc, si c'est son choix, si c'est ce qu'il a envie de faire, moi je trouve ça beau aussi et je dirais pas que c'est une saison de trop. Je pense que glorifier le fait de partir quand on est à son meilleur niveau, ok, pourquoi pas, c'est une façon de terminer sa carrière, mais il y en a d'autres qui préfèrent terminer dans leur club de cœur en étant moins performants et pour moi c'est tout aussi valide. Maintenant, je pense pas qu'Antoine Griezmann aujourd'hui se dise ok, maintenant je suis juste un joueur de banc. Je pense que lui il a envie de récupérer sa place. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va réussir à avoir vraiment un impact pour cette équipe de Simeone. Bon, de toute façon il va pas fissurer sa statue qui est déjà posée à Madrid. Antoine Griezmann, vous avez en tête chez vous les gars dans vos championnats un joueur qui a marqué votre championnat, que ce soit en Bully, en Serie A, en Première Ligue, qui est en bout de course actuellement, qui fait presque pas peine à voir, je vais un peu loin quand je dis ça, c'est toujours un peu une tristesse de voir un joueur qu'on a aimé, adoré voir évoluer et qui avance moins vite aujourd'hui, quoi. Si on pense à l'année dernière, Thomas Müller est dans le cas de ça, donc même les 2 dernières saisons. Si on cherche en ce moment, c'est un peu une surprise, c'est Mario Götze quand même qui n'est même plus, qui ne rentre quasiment plus à Francfort, et c'est plus, je pense, un choix de Topmöller que de véritable méforme ou de fin de carrière de Götze. D'un autre côté, alors c'est le rôle du gardien, lui Manuel Neuer est toujours là. Donc j'ai pas de vieux, mais en fait on n'a pas tellement de vieux aujourd'hui en Allemagne, quoi. Donc tu m'aurais dit ça il y a 25 ans. Alors on va en Italie alors. Mais en Italie les vieux, en Italie justement les vieux ils marchent très bien. Non, j'allais dire que il a eu un bon impact sur le championnat, mais son niveau athlétique c'est un peu inquiétant, celui de De Bruyne. Il faut voir s'il a quelque chose de mieux à donner sur un point de vue justement athlétique, ou si il faut s'attendre à ces joueurs-là toute la saison. Mais je pense que pour les ambitions de Naples, il faudrait un tout petit peu hausser le niveau athlétique. Et je pense qu'il peut très bien, parce qu'il est arrivé à Naples, il n'était pas prêt pour les entraînements de Conte. Il y a eu les vidéos où il allait presque vomir pour la fatigue. Donc je pense qu'il y a un processus là-dessus, il s'est enchaîné et on va voir un De Bruyne un peu mieux. Mais pour le moment, lui, c'est la seule petite déception mais petite, parce qu'il a quand même mis 2 buts, il a eu un impact sur les championnats. En Angleterre, on peut trouver à City peut-être Julien, Bernardo Silva, qu'on a trouvé moins bon la saison dernière, mais comme le reste de l'équipe, qui est moins vieux, qui n'est pas non plus un ancien. Mais... Oui, on a parlé de James Milner, mais alors lui, c'est la fin de la carrière. Lui, c'est très bien qu'il ne jouera pas beaucoup. Mais un Jordan Henderson, peut-être, vous savez que je ne suis pas un grand fan, j'ai jamais été un grand fan, qui est revenu en Angleterre avec Brentford, et c'est un peu compliqué pour eux. Ils sont 17e ou 18e. Et même si parfois il a encore de beaux restes, bien sûr, parce que ça a quand même été un très bon joueur, même si je ne suis pas fan. C'est vrai que c'est parfois à 35 ans comme ça, à ce niveau-là, un peu compliqué, surtout dans une équipe qui ne tourne pas trop. Donc oui, je dirais plutôt lui. Et oui, Bernardo Silva, la saison dernière, ça a été très compliqué pour lui, et pourtant il n'est pas aussi vieux que ceux dont on parle là. Bon, voilà pour les anciens qui, j'allais dire, meurent à petit feu après une immense carrière. Alors Daniele, tu avais un bon rendez-vous ce samedi, un date attendu, tu avais mis ton plus beau jean slim, resserré ta boucle d'oreille, mis du Gainsbourg dans tes AirPods, commandé un apérole sous le soleil romain pour ce derby, et ça a fait pchit. Derby romain très très mauvais.
Victoire 1-0 de la Roma sur le terrain entre guillemets de la Lazio. Mais on n'est pas surpris par ce genre de duel et de ce qu'ils accouchent, quoi. Non, pas du tout. Je suis allé marcher devant le stade olympique avec Serge Gainsbourg dans les oreilles et j'ai pris des coups de couteau dans la cuisse parce que je ne me suis pas regardé derrière le dos. Non, je rigole. On sait que quand on parle de derby de Rome, il y a toujours cette inquiétude sur le point de vue de sécurité. Et le mois d'avril dernier, il y a eu beaucoup d'accidents avec la police. Et c'est pour ça qu'on a joué à 12h30 avec 30 degrés. Moi, j'avais l'impression que c'était même plus. Il faisait vraiment très chaud, ça il faut le dire, aussi pour justifier un peu le spectacle qu'on a vu. Après, il y a la tension du match, c'est-à-dire c'était un match que d'habitude les deux équipes elles veulent surtout pas les perdre, c'est-à-dire on peut le faire match nul, mais perdre c'est vraiment catastrophique. Au début de la saison, la Rome et la Lazio, les deux équipes, elles venaient d'une défaite. La Lazio avec cette autre défaite, elle est à 3 défaites dans les premières 4 matchs. C'est vraiment très grave pour une équipe qui n'a pas pu faire du marché cet été pour des problèmes d'index économique. Ça serait un peu compliqué de l'expliquer, mais en gros la Lazio elle a pu acheter aucun joueur et même en janvier pour acheter elle doit vendre avant, donc elle doit vendre en même temps, elle doit avoir la balance d'entrée et des sorties sur le même niveau et ça va pas être simple. Donc Sarri aussi, il était surpris par ça. Sarri qui revient après une année. On s'est demandé s'il avait encore l'élan, s'il avait encore l'esprit pour trouver des solutions. Et bon, là, c'était vraiment une grosse déception pour la Lazio. Un peu un coup de chance pour la Roma, qu'elle n'était pas vachement mieux, elle n'était pas très mieux. C'était un match dans lequel on a fatigué à voir 3 passes de filet de l'un et de l'autre équipe. Décidé par une erreur de Nuno Tavares, ancien de l'OM, que je pense vous vous souvenez que c'était un des meilleurs l'année dernière c'était un des meilleurs de la Lazio, surtout en début de saison. Et là, il a mal commencé et il a fait cette erreur, il a essayé un dribble de vache, on ne sait pas si on dit comme ça. Non, on ne dit pas, mais on prend, t'inquiète pas, on a compris. Voilà. À queue de vache, je pense que c'est de l'espagnol, je ne sais pas d'où ça vient. Mais bon, il a essayé avec la talonnade de dribbler Rensch dans sa surface de réparation, il a perdu la balle elle est arrivée à Pellegrini à 1 mètre, 2 mètres dans la surface, et lui, Lorenzo Pellegrini, il ne sait même pas contrôler le ballon, il l'a mis dans le petit coin. Après, celui de Lorenzo Pellegrini, on va en parler dans la minute, c'est une belle histoire. Mais voilà, c'était un peu occasionnel. La Lazio elle a eu 2 grosses occasions dans la deuxième mi-temps pour égaliser, mais surtout à la dernière minute, 10 contre 11. Ils ont pris un poteau avec Cataldi, qui est un autre joueur de Rome. Il est à la Lazio depuis qu'il a 12 ans, mais aussi sa relation avec les supporters, avec l'équipe, il a toujours été bizarre. L'année dernière, il était à la Fiorentina prêté. Et il a mis une frappe à rouler de 20 à 25 mètres. Il a failli mettre les buts égalisateurs, mais ça n'a pas marché. Mais c'était un match de folie. Les dernières 10 minutes, la Lazio elle était en 10 et la Rome n'arrivait pas à faire 2 passes de suite pour aller dans l'autre milieu de terrain et mettre peut-être le deuxième but. Manu Koné, à un certain moment, vous savez, j'adore Manu Koné. Il a encore été excellent d'ailleurs ce match. Oui, il est excellent, mais quand il est en marre, on le voit. Hein, c'est pas quelqu'un qui arrive à cacher qu'il n'aime plus jouer ces matchs-là. À un certain moment, il n'en pouvait plus. Il lui a eu une balle dans les pieds et il a levé. Il a mis une balle très haute et il a pris de la tête. Il a fait ça tout seul au milieu de terrain sans aucune pression. C'était vraiment bizarre. Pourquoi il a fait ça? Pour manifester son mécontentement de ses coéquipiers? Je pense qu'il était fatigué. Je pense que c'était un moment où personne n'était lucide sur les terrains. Lui aussi, il a complètement perdu toute lucidité. Et ils ont même perdu la balle. Lui et El Ayanoui, au milieu de terrain, ils étaient tous seuls. Une passe de 3 mètres. On ne comprend pas si c'est El Ayanoui qui a raté la passe ou Manu Koné qui n'a pas couru sur la passe. Bon, on a pris les contres et presque pour pas grand-chose, Cataldi, il n'a pas égalisé. Et la Rome, elle avait un joueur en plus. Les matchs de folie, ça s'est terminé par Guendouzi qui a pris un carton rouge. Le match était fini. Il est allé chez l'arbitre, il lui a dit on ne sait pas quoi dans l'oreille. Et l'arbitre, il n'a pas hésité, il a donné le carton rouge. Et il faut dire, la Lazio, elle était dans cette galère aussi parce que Sarri, il avait fait jouer Rovella et Dele Bashiru, 2 milieux de terrain, déjà blessés.
ils se sont reblessés à la mi-temps. Rovella, il n'a pas sorti tout de suite. Il a fait jouer un quart d'heure blessé parce qu'il ne voulait pas gâcher le deuxième slot des substitutions. Donc ça, c'est des grosses erreurs. Mais après, il y a Guendouzi et Belayan. Belayan, il a pris les cartons rouges pour une faute sur Mano Koné grossière. Et après, Guendouzi, il n'était pas content, peut-être il n'était pas satisfait, il voulait empirer les choses. Il a pris un autre carton rouge. Et là, moi, franchement, si je regarde les joueurs à disposition de Sarri, soit il récupère quelqu'un de blessé, soit je ne sais pas qui va faire jouer au milieu de terrain. Attention à la Gênes. Tu l'as dit, contre Gênes, prochain match, 3 défaites en 4 journées. Maurizio Sarri qui s'impatiente également, on va suivre ça. Bon, en tout cas, voilà pour ton derby remporté par la Roma face à la Lazio. C'est l'heure de la première minute de la soirée, elle est musicale. Elle est allemande, on envoie la musique, s'il vous plaît. Da gibt's einen Fußballgott. Mit sexy Knie. Mit sexy Knie. Mit sexy Knie. Der hat wirklich sexy Knie. Karl-Heinz Rummenigge. Der hat Haxen. Rummenigge. Schieß ans Quack. Cléo et Wolfgang, la version allemande de Rendons à César ce qui est à César, Denise et Alan, une chanson britannique de 1983 qui avait fait un vrai petit tabac à l'époque. C'est évidemment l'ode à Karl-Heinz Rummenigge qui cette semaine va fêter ses 70 ans. Rappelons-le pour les plus jeunes, double ballon d'or, champion d'Europe 80, 2 finales de Coupe du Monde en 82 et 86. Il a aussi, ne l'oublions pas, été l'un des dirigeants les plus intéressants du Bayern Munich, toujours avec Uli Hoeneß et Beckenbauer. Il a évidemment été à l'UEFA où il a été membre de la direction. Et donc, évidemment, il commence la tournée des pop-up médiatiques avec ses interviews, notamment à la DPA, donc l'équivalent de l'AFP, où il fait une interview assez extraordinaire et il rappelle quand même pour les plus jeunes et ceux qui critiquent par exemple Uli Hoeneß, que le Bayern n'a pas besoin de moins d'Uli Hoeneß. Il dit le Bayern a surtout besoin de plus d'Uli Hoeneß par rapport aux polémiques qu'il y a aujourd'hui. Et il explique dans cette interview ce que c'est que la culture du conflit, notamment au Bayern Munich, ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. C'est comme une famille qui s'enguirlande tout le temps et ça fait partie du décisionnel et c'est pour ça que quelqu'un comme Max Eberl, parfois, même si c'est un Bavarois d'origine, a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc voilà, le 25, ce sera les 70 ans évidemment. Ce seront les 70 ans, pardon, non, je sais même plus, tiens. Bon, en tout cas, les 70 ans. Ce seront les 70 ans, voilà, de Karl-Heinz Rummenigge. Kalle, 95 matchs avec la sélection, 45 buts, 162 buts en Bundesliga en 310 matchs. Héros aussi en Italie à l'Inter, ce qui explique les bonnes relations entre le Bayern et l'Inter. Et voilà, donc c'est un personnage qui est là et donc il fêtera ses 70 ans. Un personnage qui, quand il parle, on l'écoute évidemment, un peu beaucoup de sorties qui ont été reprises ces derniers mois, notamment sur le salaire, l'inflation des salaires des joueurs qu'il avait contesté. On pourrait faire un podcast, voir plus entier sur Karl-Heinz Rummenigge, sa carrière, son histoire et son regard sur le foot actuel. Certains vieillissent bien. Dans un instant, la suite avec les drôles de dames. Niko Kovac a-t-il trouvé la bonne formule au Borussia? Harry Kane dans une dynamique de folie. L'international anglais avec le FC Bayern. Tout ça au programme des drôles de dames sur RMC. A tout de suite. RMC jusqu'à 22h, Génération After. RMC, 20h-22h, Génération After. Nicolas Jamin. Avec Julien Laurence, Daniele Manussia, Edgar Grollo et Paulo Breitner. Avant de parler tout à l'heure de Vinicius qui ne vit pas la meilleure période de sa carrière et du Milan d'Allegri qui commence à tourner de plus en plus. 3e victoire consécutive. Parlons du Borussia Dortmund. Heureusement, Paulo, qui a le Borussia pour entretenir un semblant ou un simili de suspense en haut de ta Bundesliga. 3e victoire consécutive, toujours invaincu. Cette saison, tu te demandes cette semaine si Niko Kovac n'a pas trouvé la bonne formule avec son Borussia. Ben oui, parce qu'il faut revenir à ce qui s'est passé quand même en milieu de semaine, ce fameux 4-4 en Ligue des Champions contre la Juve, qui a été très très commenté en Allemagne, et notamment par l'attitude de certains joueurs qui a permis à la Juve de remonter durant les radios, notamment de 2-4 à 4-4. Ben Sebaini en premier, par exemple, qui a été flingué par la presse, par son comportement, le fait qu'il ne dégage pas les ballons correctement, etc. Mais finalement, on se rend compte que le Borussia Dortmund, rappelons-le, l'année dernière, qualifié à la dernière journée, une fin de championnat extraordinaire qui lui a permis d'aller chercher une nouvelle qualification en Ligue des Champions, on ne l'attendait pas du tout. Et Niko Kovac,
fidèle à lui-même, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il n'aime pas subir les événements. Je vous rappelle le début de saison avec le père Bellingham, de Jude Bellingham, qui disait qu'il fallait pas le faire sortir. L'anglais, pour l'instant, il est sur le banc la plupart du temps. Donc il ne cède pas à la vindicte parentale, on va dire ça comme ça. Le Dortmund est évidemment invaincu, toute compétition confondue. Ce n'est pas forcément merveilleux. C'était en début de saison le match, un derby extraordinaire entre le Rot-Weiss Essen, qui revient à un certain niveau, et Dortmund gagnait 1-0 en fin de rencontre. Ça a fait beaucoup de polémiques, le 3-3 première journée à St. Pauli, alors que, et pareil, Dortmund menait au score. Tout ça a fait que c'est un peu compliqué. Mais, il a les résultats, et puis le match de ce week-end contre Wolfsburg, qui n'était pas évident, à l'inverse de ce hurrah football qu'on a vu en Ligue des Champions, était beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus mesuré aussi dans les ambitions, et on a l'impression qu'il est en train, lentement mais sûrement, de trouver son 11 de départ. Déjà, l'énorme bonne nouvelle, c'est le retour de Schlotterbeck. J'ai été un peu surpris, il l'a mis en défense centrale, bien sûr, mais il l'a mis au poste de libéraux dans sa défense à 3, alors que d'habitude, il joue plutôt sur le côté gauche. Il faut dire qu'Emre Can n'est pas là non plus, il est blessé, mais en tout cas, pour l'instant, c'est Ben Sebaini, Schlotterbeck et Anton qui avaient montré ses limites contre la Juve et décalé en stopper droit. Et surtout, le trio d'attaquants, Guirassy, Adeyemi, qui marque encore un superbe but, et Maximilian Bayer. Rappelez-vous, l'année dernière, Maximilian Bayer, on en parlait, on ne savait pas où le mettre sur le terrain aussi parce qu'on ne jouait pas de la bonne façon du côté du Borussia Dortmund. Et là, comme par hasard, dès qu'on passe avec 3 attaquants, Bayer, il a l'espace pour s'exprimer. Ce qui me plaît là-dedans, c'est que cette équipe est encore imparfaite par rapport à ce qu'elle pourrait proposer sur le terrain, mais on sent une ligne de conduite faite par Niko Kovac. Et la seule question qui, à mon avis, va être importante cette saison, c'est le mental des joueurs. C'est ce qui s'est passé à St. Pauli, c'est ce qui s'est passé à la Juve. C'est ces joueurs-là, est-ce qu'il y a des leaders qui vont enfin se montrer sur le terrain et refuser, j'ai envie de dire, la fatalité de ce qui s'est passé par exemple à Turin, ce qui reste au passage un bon résultat dans l'absolu, ce qui n'était pas forcément prévu, mais on veut voir des leaders, c'est-à-dire des gens qui râlent sur le terrain, pas forcément des beaux joueurs, des joueurs qui sont un peu... Mais t'en vois toi dans cet effectif ? Les caractères comme des années. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est qu'en fait la presse allemande, elle ressort cet argument systématiquement. En gros, on a adoubé Niko Kovac sur sa volonté, ce qu'il veut faire, etc. Mais à chaque fois, il y a des petites choses qui font que... est-ce que le Borussia Dortmund peut enquiquiner le Bayern ? Réponse, non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de leader. C'est pas une question fondamentalement de qualité de l'effectif. Évidemment, Harry Kane est meilleur que Guirassy. Tu vois les Moussiala, même s'il est blessé, Gnabry, Olysée en ce moment, c'est meilleur qu'Adeyemi, Bayer et tout ça. Mais est-ce qu'il y a un moment où cette équipe, j'ai envie de dire, et si les joueurs vont s'aimer entre eux pour essayer de faire quelque chose qui va pouvoir apporter quelque chose et pourquoi pas une épopée en Ligue des Champions. En tout cas, ils sont invaincus, ça a l'air de rien, mais c'est toujours ça de gagner pour le Borussia Dortmund. Et moi, quand je vois l'effectif, il y a peut-être moins de talent que certaines années, mais je me dis qu'avec Brand, Chukwuemeka, Pascal Gross qui est un peu vieux, Jude Bellingham s'il arrive à Yann Couto sur le côté droit, il y a peut-être des petites choses à faire en fait. Ouais, t'as une vraie profondeur d'effectif, un niveau homogène aussi, c'est un groupe de 16 gars. C'est très dense au sein du Borussia qui recevra l'Athletic Club Bilbao, prochaine journée de Ligue des Champions pour le Borussia Dortmund. Tu l'as dit, ce sera incontestable. Ils ne pourront pas lutter jusqu'au bout face au FC Bayern pour le titre en Bully. La question c'est plutôt à combien de points ils finiront. Fin octobre, il y a un duel. Parce qu'il y a un Bayern, restons sur la Bundesliga, phénoménal dans ce début de saison, qui a déjà été un toute concurrence, bien sûr. Bon, on va aussi parler d'un homme dont on parle rapidement, souvent le lundi soir. On s'est un peu moqué gentiment parce qu'il gagnait jamais rien, mais un palmarès vierge qu'il a depuis défloré grâce à sa venue au FC Bayern. C'est Harry Kane, bien sûr. D'abord, un mot sur le FC Bayern. On en a peu parlé cette saison pour l'instant, Polo. Comment tu les sens dans ce début de saison ? Est-ce que tu vois, il y avait toujours un doute avec Vincent Kompany, deuxième saison, il sera jugé de manière plus aiguisée. Tu parlais beaucoup de sa communication, mais est-ce que déploie la force collective de ce FC Bayern-là ? Est-ce que la fin septembre, elle est déjà arrivée quasiment à maturité ? Qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux que ce qu'elle propose déjà en Ligue des Champions ou en Bundesliga ? Le problème, c'est qu'on se demande s'ils peuvent faire mieux.
C'est-à-dire que, évidemment, on a beaucoup parlé depuis le début de la saison, ce mercato estival pour la Bundesliga en général et pour le Bayern en particulier a été un petit peu compliqué. Voltomat, Wirtz qui n'est pas venu, etc. Beaucoup de joueurs qui sont partis en première ligue. Et la question du déclassement, les sorties médiatiques du Lyonnais qui s'en prend à son directeur sportif en disant qu'il était un peu trop susceptible, etc. Et la majorité de la presse allemande se disait... le Bayern va être champion, mais quand même, aller sortir Manchester City, taper le Real, le PSG aujourd'hui qui est sur une autre planète, ça va être compliqué. Et donc, on se pose forcément la question du déclassement du Bayern Munich. Il se fait qu'ils ont formidablement répondu, en tout cas sur le terrain et en tout cas sur ce début de saison, même si tout n'est pas parfait. Ce qui est très très important ce week-end contre Offenheim, qui est l'une des bonnes surprises de la saison. Pourtant, il y a 4-1 à la fin. Mais en fait, il y a 30 minutes où les deux équipes sont à égalité sur le terrain. Il se fait que Kompany avait fait un turnover très important, peut-être même trop d'ailleurs pour ce genre de rencontre, ce qui pose bien entendu la question de la profondeur du banc. Mais... c'est un début de saison record pour le Recordmeister, justement, pour le FC Bayern. Ils ont éteint toute concurrence par rapport au niveau de jeu qu'ils ont. Et dans la presse allemande, il commence à y avoir une autre petite musique que celle qu'on avait vue, qu'on avait entendue depuis le début, comme quoi, et si finalement on ne voyait pas le Bayern plus mauvais qu'il n'est vraiment ou moins bon qu'il n'est vraiment. Et on se dit, mais c'est peut-être possible. Sauf que, attention, il y a les blessures. Le banc n'est toujours pas là. Alors évidemment, on appelle les sirènes, toujours pareil, vivement que Davies, vivement que Musiala revienne, etc. Mais Goretzka est revenu à un niveau plus qu'extraordinaire. L'année dernière, c'était déjà un peu le cas. Il peut se permettre de faire maintenant un turnover au milieu entre Pavlovic et Kimmich et Goretzka. Je le dis, Gnabry est quand même, au-delà de l'attaquant Harry Kane, l'extrêmement bonne nouvelle de la saison. C'est-à-dire que maintenant qu'il est débarrassé de ses problèmes physiques, il redevient un joueur qui est potentiellement titulaire. Oui. Exactement. Luis Diaz, on se posait des questions. Finalement, alors Evie, il a un petit peu dans l'ombre d'Harry Kane et d'Olysée pour le moment, mais finalement c'est pas mal. Bon, Jackson, c'est pas terrible ce week-end. On peut se faire rentrer le petit Karl, mais on se dit qu'il y a peut-être un petit truc à faire. Le championnat, pour tout le monde, il est déjà bouclé parce qu'il n'y a pas une équipe qui peut concurrencer. Puis on a vu que Leverkusen, c'est délicat. Leipzig en a déjà pris 6, etc. Mais en Ligue des Champions, on se dit... il y a peut-être finalement, dans une année où s'il y a des joueurs blessés, ou si en transition, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Maintenant, encore une fois, ce qu'on disait en début de saison aussi, c'est que le Bayern va être champion, et quand vont arriver les matchs importants du mois de mars-avril, le Bayern va se faire sortir en 8e et en quart. C'est peut-être, moi j'étais un peu sur cette ligne-là, parce que n'oublions pas que la transition financière, notamment du Bayern Munich, elle est là. On a baissé la masse salariale, c'est le travail qui a été demandé à Max Eberl, donc on ne peut pas se permettre des transferts mirobolants, etc. Mais on a commencé à faire rentrer les petits jeunes qui peuvent commencer peut-être un nouveau cycle. Évidemment, c'est le jeune Karl qui est arrivé. Malheureusement, Kim s'est blessé, donc Ta n'est pas encore, on va dire, au niveau de ce qui est en défense centrale, de ce qui est nécessaire au Bayern. Upamecano est extraordinaire, mais déjà des polémiques avec lui, non pas lui le joueur, mais il a plus qu'un an de contrat. Sur son avenir, bien sûr. Sur son avenir, et évidemment, on n'aime pas ça au Bayern, vu ce qui s'est passé ces dernières saisons. Et puis, si tu le permets, Nicolas, il y a un joueur qui aujourd'hui porte le Bayern, j'ai envie de dire même plus qu'Olysée, c'est Harry Kane. C'est-à-dire, on a le droit de se poser la question. T'as ses stats ou pas? Rappelle-nous ses stats début de saison. Toute compétition confondue, c'est 16 buts en 12 matchs. Ouais. En 4 matchs de Bundesliga, c'est 8 buts. Et moi, ce qui me frappe, c'est que dans un match où la première demi-heure est compliquée contre Offenheim, qui c'est qui se décale pour aller marquer le but sur corner? C'est Harry Kane. Qui c'est qui revient quand l'équipe est en difficulté pour aider ses coéquipiers? C'est Harry Kane. Chose qu'on ne voyait pas avec Lewandowski, hein. C'est plutôt Thomas Müller qui faisait le boulot, etc. Qui c'est qui se met sur le côté gauche quand il y a de l'espace? C'est Harry Kane. Qui c'est qui va côté droit quand il y a de l'espace? C'est Harry Kane. T'as l'impression que c'est le plus jeune de l'équipe. Or, en fait, si je me trompe pas, ça doit être le plus âgé de l'équipe avec ses 32 ans. Et surtout, il est adulé pour son professionnalisme. On le savait déjà, Thomas Tuchel l'avait dit, que des joueurs comme ça, il n'y en a pas 50 dans le monde. Mais là, tu sens qu'il est dans une forme de plénitude. Et peut-être va-t-il nous sortir quelque chose d'assez extraordinaire. En tout cas, cette saison, oui. Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Et en tout cas, je pense qu'il n'est pas loin, en ce moment en tout cas, d'être le meilleur numéro 9 d'Europe, donc du monde. On peut le comparer peut-être avec Mbappé, c'est pas du tout le même style évidemment. Les deux ensemble, ça à mon avis, ça aurait pu être génial. Mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. C'est-à-dire collectivement, ça marche. Ils écrasent l'adversaire, ils dominent l'adversaire, même quand c'est délicat. Et en plus, j'ai un Harry Kane qui plante tout le temps. Julien, est-ce qu'il souffre
d'un manque de reconnaissance. Pas lui personnellement, hein, je pense que tout va bien pour lui. Il a dit Polo à 32 ans, il est pleinement épanoui, heureux de jouer au Bundesliga, heureux de jouer au FC Bayern. Est-ce que cet homme-là est jugé à sa juste valeur, en Angleterre en tout cas, quand on parle d'Harry Kane? Non, je trouve qu'il est sous-estimé encore ici. C'est fou quand même. Hein, parce c'est que des saisons à plus de 25 buts quand même, hein, depuis 10 ans. C'est fou. La régularité, elle est incroyable. C'est quand même quelqu'un au départ à qui tout le monde disait One Season Wonder, comme disaient les Anglais. Donc le gars d'une saison en fait, mais qui n'arrivera jamais à confirmer. Et donc depuis, il a fait taire tous les détracteurs et tout ça. Mais je pense que c'est le fait qu'il n'a pas encore gagné, par exemple, une Ligue des Champions, qu'avec la sélection, il y a quand même eu des moments compliqués, même s'il y a eu du succès. Mais c'est vrai que perdre les finales de l'Euro, lui rater son tir au but, enfin son penalty contre la France à la Coupe du Monde 2022 au Qatar en quart de finale, il y a ces moments-là qui ont peut-être été compliqués pour lui en tant que capitaine de la sélection nationale. Mais oui, moi je trouve qu'il est complètement sous-estimé par les Anglais qui ne se rendent pas compte à quel point ils ont un joueur assez extraordinaire finalement. Et plus pour très longtemps en plus. 32 ans. Enfin, on se demande si ça peut pas durer encore quelques années, vu la forme du garçon au FC Bayern. C'est quoi son contrat, Polo, en tête? 2028 Il a encore 2 ans de contrat. Si 2027 je me trompe pas, non, 2027, je crois. On va vérifier ça. Allez, on envoie la deuxième minute musicale de la soirée. Elle est espagnole. C'est parti. Ça c'est une chanson de Psycho, c'est l'un des plus gros artistes actuellement en Espagne, il vient d'Andalousie et on va aller faire un tour justement en Andalousie. T'as essayé de pourrir toutes les minutes musicales chaque lundi en fait. Je savais qu'elle allait te faire celle-là. C'est quand même incroyable. Particulièrement. Bon, après c'est générationnel, grâce à toi on va réussir à attirer de nouveaux auditeurs. Merci Edgar. Oui, peut-être. Ça c'est un mélange entre reggaeton, musique électronique, trap, c'est un peu de tout, Psycho, il mélange plusieurs styles. Et cette chanson tout particulièrement, elle s'appelle Supernova. Est-ce que vous savez ce qu'est une supernova? Messieurs les drôles de dames. C'est une super étoile, non? C'est une planète qui explose. On n'est pas loin, exactement. C'est pas loin, c'est ce qui se passe quand une étoile est en fin de vie. Et il y a notamment une immense explosion extrêmement brillante qui émet énormément d'énergie, énormément de lumière. Et ça colle parfaitement pour vous parler d'Alexis Sanchez. 36 ans, que plus personne n'attendait à ce niveau et qui est en train de s'offrir un tout dernier kiff avec le FC Séville en Liga. En tout cas, ça part très bien. Pour l'instant, Alexis Sanchez, c'est une entrée en jeu contre Elche, une passe décisive magnifique en talonnade pour arracher le nul à la 85e minute. C'est une entrée en jeu contre Alaves et le but de la victoire à la 67e. Il n'avait plus marqué depuis plus d'un an, c'était en avril 2024 son dernier but. Il n'avait pas marqué un seul but la saison passée avec l'Udinese, blessé plus de 150 jours lors de la dernière saison justement, donc vraiment personne ne l'attendait à ce niveau-là, au point où même son coach Mathias Almeida ne s'attendait pas à le voir à un tel niveau et il l'a exprimé publiquement, il a dit que ça avait été une surprise et qu'il en prenait note. 11 ans, 4 mois et 3 jours après son dernier but en Liga avec le Barça, là où il était devenu, souvenez-vous, une star. Et voilà, il a marqué son retour en Espagne, son retour sur les tableaux d'affichage. Et c'est l'une des belles histoires de ce début de saison. Les attentes autour de cette équipe du FC Séville sont assez faibles. Il y a pas mal de craintes autour d'une descente. Mais pour l'instant, grâce notamment à Alexis Sanchez, ils sont dans le ventre mou de ce début de Liga. 36 ans, Alexis Sanchez. En parlant du ventre mou, vas-y. En parlant du ventre mou Quel enfoiré, il on peut va rien. rater Edgar, c'est ton premier vrai jingle. Donc c'est le 3e plus vieux de l'histoire de Séville à marquer en Liga. Tu sais qui sont les 2 plus vieux ou toi tu dois savoir, mais pour les autres drôles de dames ou De Séville, tu dis? Ouais, de Séville, que de Séville. Que de Séville. C'est des joueurs que vous connaissez tous. Sergio Ramos. Bravo, 2e plus vieux. Il y a un plus vieux encore. C'est quelle époque? C'est très récent. C'est un joueur que vous connaissez tous, que les auditeurs connaissent, etc. Pensez longévité, beaux yeux et voilà. Jesus Navas. Oh, il est fort, Daniel. Mais il a triché. J'ai vu les T'as dit Chat GPT en Italie, Chat Gepetto. Voilà. Il a Gepetto, il a activé Daniel. Il a dit Bozio. Il avait eu un bel hommage, il avait pris son maillot tout plein de terre, tout plein de sueur après son dernier match et il l'a mis directement dans le musée du FC Séville et donc il y a le maillot, faut pas l'ouvrir la case parce que ça doit puer, mais en tout cas il avait eu un bel hommage comme ça après sa retraite. Par contre Julien, si tu veux humilier et empiéter sur les minutes d'Edgar, dis-le tout de suite avant l'émission. Non mais c'était pour rapporter. Mais bien sûr, t'as bien fait 5 minutes et puis pendant la musique. Je veux dire, une chose. Sois libre Daniel, on est qu'en podcast ce soir, on y va. On a de la marge. Non, parce que c'est une chose qui peut-être en France, elle n'est pas arrivée, mais quand Alexis Sanchez il a mis un but très important en 2022 en Super Coupe italienne, il y avait Inter-Juventus et on le considérait déjà un joueur fini, mort, on ne s'attendait rien de lui. Il a mis le but à la 120e minute. Ils ont fait l'interview à la fin du match, ils ont dit
Ben, comment t'expliques ça? Et lui, il a répondu avec beaucoup d'humilité. Ben, tu sais, les champions, est comme ça. Les champions, c'est comme ça, exactement. Ils ne meurent jamais. Voilà pour la minute d'Edgar. Dans un instant, les amis, on va parler notamment d'Europa League, les ambitions de vos clubs. Est-ce qu'on s'intéresse chez vous à l'Europa League réellement, avec ambition? On parlera aussi des coachs en difficulté dans ce début de saison. Allemagne, Italie, Angleterre, Espagne, avec les drôles de dames. Restez avec nous, à tout de suite. RMC jusqu'à 22h, Génération After. RMC, 20h-22h, Génération After. Nicolas Jamin. Julien Laurence, Daniele Manoucia, Edgar Grolot, Paulo Breitner. On est ensemble, bien sûr, pour refaire l'actualité, faire l'actualité des championnats étrangers, Allemagne, Italie, Angleterre, Espagne. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette aventure drôle de dames. Ah, quelqu'un se sert un petit café, j'ai l'impression, là. Non, ça, c'est pas l'Italie, moi. ça, j'ai l'impression. C'est pas moi, non, c'est pas moi. Ça, c'est un petit Nespresso, Daniele, c'est quoi? Non, moi. C'est de l'eau pétillante, on aurait dit. Ouais, ou quelqu'un aux toilettes, hein, peut-être aussi. C'est possible. Qui se mon dénonce, thé s'il vous de plaît? vieux. C'est Polo? Ah, c'est pas moi, messieurs. Ah, c'est le thé, Polo, c'est une ouais, verveine. Voilà, c'est la verveine allemande. Magnifique. Magnifique. Des vieux. Il est tard pour Polo, hein, déjà. Oui, exactement. Bon, les gars, le ballon d'or, ça vous intéresse ou pas? Non? On passe à autre chose, on s'en fout? Ah oui, bien Ben, sûr. Pedri 11e, c'est. Ah oui, c'est très Alors sévère. celui-là, C'est dur, c'est dur. ouais, je pense que Pedri, quand il voit qu'un joueur, alors c'est pas pour le viser que lui, hein, mais quand il voit que Cole Palmer est devant lui sur l'entièreté de la saison, ça doit un petit peu le Ah, mais frustrer non. quand même, hein, parce que Non, on a Cole Palmer, quand même ça- des débats de savoir qui est le plus important entre Pedri et Lamine Yamal. Hein. Bah, Il y a quand même certains votants qui ne doivent pas regarder beaucoup de. En Ouais, tout cas, non. Chelsea et Cole Palmer, hein, pour l'avoir mis plus haut que Pedri. Sur... moi sûr. j'ai dit Lamine Yamal premier, Cole Palmer 2e, Pedri 3e, Dembélé 4e. Une surprise, donc ce serait pour toi. Oh, Tu vraiment, mets tu votes vraiment pas, Cole là. Palmer? Ah, le classement que tu imagines, tu veux dire? Moi j'adore Cole Palmer. Non, mon classement idéal, moi j'adore Oui, mais Cole idéal, Palmer. on juge la Pas saison. sur la saison, là. Daniele, Non, soyons mais- sérieux, depuis c'est janvier, l'after quand même. ici, au Daniele. Non, mais un idéal. Ah, en de Cole idéal, Palmer. oui, dans l'idéal, d'accord, dans d'accord. l'idéal, ouais, dans tes rêves, Daniele, effectivement, dans tes fantasmes. Bon, en tout cas, là, au moment Dans où tes rêves où Cole Palmer joue à la Roma, c'est ça? Bah, je crois que ça j'aimerais n'arrivera bien- jamais. Tu n'auras jamais les moyens, mon cher Daniele, malheureusement. Non, à 40 ans, quand il a 40 ans. Oui, c'est ça, pour les pas de la Serie A. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que là, on enregistre ce podcast en plein OM PSG et qu'on voit des joueurs parisiens qui défilent sur le tapis rouge du Ballon d'Or devant le théâtre du Châtelet. Voilà, le foot dans lequel on vit, les amis, aujourd'hui, alors que leurs coéquipiers jouent un des matchs les plus prestigieux de leur saison en Ligue 1. Il y a pas mal de cas de coach sous le feu des critiques chez vous dans vos championnats. Je vais commencer avec toi, Julien. Chelsea, ce mon vieux Enzo Maresca. Alors, on est resté au milieu de l'été sur une très belle promesse, hein, victoire en Coupe du Monde des clubs, émergence de talent, recrue efficace tout de suite. Bilan après 5 journées de Première Ligue, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. La première défaite, c'était ce week-end contre Manchester United. C'est indigne, défaite 2-1. Et là, est-ce qu'il prend cher ou on commence à douter un petit peu de ce qu'il fait alors qu'il a fait plutôt une bonne saison dernière? Ouais, c'est vrai que j'étais très déçu samedi parce qu'on a vu, alors c'est pas de sa faute si son gardien qui a l'habitude un peu de faire n'importe quoi parfois a refait n'importe quoi en sortant comme ça kamikaze sur Brian Mbeumo, se fait expulser à la 5e minute alors que, comme l'a dit à juste titre Maresca d'ailleurs, et je pense qu'on sera tous d'accord, laisse Mbeumo venir en 1 contre 1, il est même pas sûr de marquer, et s'il marque, c'est pas grave, on perd 1-0, mais on est à 11 contre 11, il reste 85 minutes. Mais de se retrouver à 10 contre 11 à la 5e minute, sincèrement, à l'extérieur, dans des conditions dantesques, parce qu'il pleuvait comme jamais à Manchester. Enfin, si, il pleut beaucoup à Manchester, mais là, même moi, j'avais rarement vu ça à Manchester. C'était très compliqué. La grosse erreur de Sanchez n'aide pas Maresca. En revanche, ce qui est très, très, très bizarre de sa part, c'est que ton gardien se fait expulser, tu le remplaces, tu sors un joueur de champ pour faire rentrer ton gardien remplaçant. Pas de problème, mais c'est que dans le même changement, il a aussi sorti Estevao, un attaquant, pour faire rentrer Jorgensen, d'accord. Il sort aussi Neto, un autre attaquant, pour faire rentrer un autre défenseur central, pour passer dans une défense de 4, donc à 5. Il faudra m'expliquer comment, à un moment, tu es parti sur une défense à 4, et donc 5 minutes dans la rencontre, certes, tu es à 10, mais pourquoi d'un seul coup tu vas changer toute ta tactique finalement et tout ton plan de jeu pour passer dans une défense à 5 et finalement inviter la pression et renoncer dans un sens, puisque ça a été ça. À la 20e minute, il sort Cole Palmer, le chéri Daniele, et alors là j'ai plus rien compris du tout, parce que même Cole Palmer avait l'air de dire mais pourquoi tu me sors moi, pourquoi maintenant, alors que ça avait aucun sens à ce moment-là non plus. C'était très compliqué de la part d'Enzo Maresca, qui déjà vendredi dans sa conférence de presse d'avant-match avait fait pas mal de gros titres en Angleterre pour ce son-là qu'on va vous passer maintenant.
J'ai été dans la même situation que Raïm et Axel en tant que joueur et je sais que ce n'est pas agréable. Mais cela arrive dans tous les clubs du monde. Si vous ne faites pas partie de l'équipe, vous n'êtes tout simplement pas impliqué. My father is 75 years old and for 50 years he has been fisherman. Mais à côté de ça, mon père a 75 ans et il est pêcheur depuis 50 ans. Il travaille de 2h à 10h du matin. Ça, c'est une vie difficile et ce n'est pas le cas des joueurs. This is hard in life, not player the way they work. C'est ça, il parlait du sort. Enfin, il y a une question sur le sort réservé à Disasi et Sterling. Voilà, c'est ça. Qui ne se traînent plus avec l'équipe première, c'est ça, ils sont sur le côté. C'est ça, et donc cette semaine, donc c'était la semaine dernière, pardon, jeudi soir, je crois, ou mercredi soir, Sterling a mis une story sur ses réseaux sociaux où il était 20h30 ou 21h et il s'entraînait donc à Cobham tout seul. Je peux vous rassurer, il n'y a plus personne à Cobham à part peut-être les jeunes qui s'entraînent encore, mais les très jeunes qui s'entraînent peut-être à cette heure-là. En gros, pour dire, regardez comment on nous traite, Disasi et moi, on est tout seul, on est là. Donc, la réponse de Maresca, que tu écartes des joueurs, que tu aies des lofts, ça arrive partout. Je ne suis pas là pour... tu fais ce que tu veux, c'est ton club, tu as des gros effectifs. Peut-être que parfois, tu considères qu'un ou deux joueurs en plus dans ton effectif, dans ton équipe première, c'est trop. Peut-être, je veux bien l'entendre, et encore. Mais sa réponse sur un métier beaucoup plus difficile, celui de son père, qui est pêcheur depuis 50 ans, etc., qui doit se lever très tôt. Être joueur de foot, certes, c'est génial, il gagne beaucoup d'argent, c'est un métier, c'est ta passion plus qu'un métier, vraiment, peut-être, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que les joueurs de foot ne souffrent pas, que mentalement, c'est pas compliqué par moment. C'est pas toujours tout rose pour les joueurs de foot non plus. Et moi, sa réponse à Maresca vendredi, sincèrement, je l'ai trouvé inacceptable. Et beaucoup de gens en Angleterre se sont sincèrement offusqués qu'il ait dans un sens, justifier sa décision de laisser Disasi et Sterling comme des moins que rien, dans un sens, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'entraîner, ils n'ont pas le droit d'être là quand l'équipe première est là, quand Maresca est là. Ils doivent être à part, ils ont certes un préparateur physique avec eux quand ils le souhaitent, mais c'est quand même pas des conditions, même si on l'a expliqué, il y a des lofts qui arrivent dans tous les clubs, notamment dans les marchés des transferts. En général, ça s'arrête à la fin du mercato. En tout cas, exactement. En France, c'est comme ça, tu dois réintégrer tes joueurs à l'équipe première. Là, c'est assez rare. Et moi, j'ai trouvé le manque de compassion dans un sens. Il n'avait pas besoin de sortir l'histoire de son père. Voilà, il aurait très bien pu dire, c'est vrai que c'est compliqué pour eux, je comprends, c'est pas facile à vivre. En plus, il dit, même moi, moi j'ai été dans cette situation-là. Lui aussi, à un moment, il a été mis de côté par des entraîneurs quand il était joueur. Et donc, que lui ait vécu ça et que maintenant, il le fasse vivre à Sterling et Disasi, mais qu'en plus, il en parle de cette façon-là, moi, j'ai trouvé ça assez déplacé. Oui, tout à fait. Et puis, alors, après, ce que certains mettent en avant, les défenseurs de Maresca disent que c'est deux joueurs à qui on a proposé de partir, qui avaient peut-être des possibilités pour aller voir ailleurs et qui ne l'ont pas fait, qui auraient pu rendre leur situation plus facile que de s'entraîner en marge de l'équipe première de Chelsea. Bon, quelqu'un veut réagir à ça, justement, l'argument du vous gagnez assez d'oseille, ne vous plaignez pas les amis, il y a pire dans la vie? Moi, je peux dire que pêcher, c'est une des activités les plus belles au monde. Donc, déjà, ça, c'est... En plus, tu as raison. On comprend pas. Oui, les problèmes, c'est pas... Mais à 2h du matin aussi, ouais, c'est plus dur quand tu pars dans la mer du Nord ou dans la Manche. Sur un chalutier, c'est pas évident. Comme dirait Marx, les problèmes, c'est pas pêcher, c'est le travail. Exactement. Ouais, je crois qu'il y a une connexion Daniele et Polo qui est en train de s'écrire cette saison. Bon, Daniele, justement, restons avec toi. Chez toi, Stefano Pioli, puisqu'on parle d'entraîneur un peu en difficulté dans ce début de saison. Pioli, on se rappelle, champion d'Italie avec le Milan en 2022, qui était parti en Arabie Saoudite pour cachetonner, justement. Il revient en Italie, la Fiorentina, à l'arrivée, qui fait une bonne saison dernière, mais qui est au plus mal depuis son arrivée cet été. 17e de Serie A, encore battu ce week-end. Bah oui, Pioli, il a gagné le championnat avec Milan. Après, il est parti à l'Al-Nasr. On parlait de lui même pour l'équipe italienne, après que Spalletti il était parti. Et lui, il a choisi la Fiorentina. Fiorentina qui a fait un choix de son côté bizarre, parce que Palladino, il avait obtenu de bons résultats. Il faut rappeler, l'année dernière, la Fiorentina, elle est arrivée 6e devant Bologne, Milan et Lazio. Et ils se sont quittés avec Palladino, l'entraîneur d'avant, sans aucune explication. C'est-à-dire à ce moment-là, les supporters, ils ne savent pas pourquoi Palladino il a donné ses démissions. Et là, la Fiorentina, elle est très mal en pointe. Elle vient de perdre contre Como à la maison, c'est-à-dire à domicile. Un match très... la deuxième mi-temps, surtout très, très blessant. Moise Kean, il n'a pas encore marqué un but en championnat lorsqu'il marque avec l'équipe nationale. Et il y a une grosse sensation de décadence chez la Fiorentina. Et vu qu'il y a aussi la Conférence League à faire,
là aussi, ils ont fait de mauvaises figures. Ils sont arrivés à se qualifier, mais ils ont eu des matchs un peu carambolesques contre des équipes improbables. Et là, ça commence un peu, les publics de Firenze, ils ont sifflé Pioli et l'équipe, bien sûr, à la fin du match contre Como, perdu à la 84e minute en plus, 14e minute, pardon. Donc, c'est vraiment un moment délicat. Et la Fiorentina, elle a un calendrier difficile parce que ce week-end-là, il y a le derby contre Pisa, mais après, il y a la Rome, Milan et Bologne et Inter. Donc voilà, ça va être 4 matchs. Moi, je pense que Pioli, regardez-le bien maintenant, parce que je ne sais pas si dans 4 matchs, il est encore là et vous pouvez admirer sa beauté. Écoutez, pour retourner en Arabie Saoudite éventuellement, peut-être. Stefano Pioli. Edgar, est-ce que tu as un coach en difficulté dans ce début de saison, toi, que tu veux évoquer ? Oui. Michel, qui est l'entraîneur de Gérone du coup depuis 2021, c'est quelqu'un qui a fait tant de belles choses pour ce club, qui l'a fait monter en Liga, qui l'a amené jusqu'à la Ligue des Champions, n'oubliez pas. Mais déjà la saison passée, sur la deuxième partie de saison, c'était assez cata et ils avaient pourtant assez bien commencé la saison et finalement ils terminent 16e, ils se sont même fait un petit peu peur. Le début de saison est complètement catastrophique de leur côté, ils sont tout simplement derniers du championnat, 1 nul, 4 défaites et ce qui est dingue, c'est que il y a tellement de respect pour cet entraîneur que les gens n'appellent pas non plus à ce qu'il parte, mais c'est lui-même qui dit que c'est une possibilité et qui dit que si ça change pas, il va falloir quand même faire un pas de côté et il a eu cette déclaration assez lunaire après la défaite 4-0, ce week-end 4-0 à domicile face à Levante promu et il dit qu'il veut un reset total de l'équipe, que les joueurs doivent faire dégager en gros leur ego, que lui il a dégagé son ego, il dit je suis le pire entraîneur de Liga actuellement. Voilà. Wow. Donc lui-même se met dans cette position là. En tout cas c'est la crise et ce serait quand même assez fou de voir Gérone. Alors c'est le début de saison hein, mais en tout cas ça fait pas que quelques matchs qui sont en difficulté puisque c'était déjà le cas à la fin de saison. Ce serait dingue de les voir éventuellement descendre alors qu'ils étaient en Ligue des Champions la saison passée et avec Michel on a l'impression d'une équipe d'un entraîneur en fait qui dit des choses mais où les joueurs n'entendent plus, où ça marche pas, ça clique plus en fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, on a l'impression que la magie n'est plus là et en tout cas si ça continue comme ça va être compliqué de garder son poste je pense pour lui. Voilà pour Michel. Alors Paulo, chez toi il y a un coach hein, qui a un nom façon grand couturier qui était en pleine hype, Sandro Wagner, ex-adjoint de Nagelsmann en sélection Nationalmannschaft. Est-ce que cette mode est déjà finie? Son FC Augsbourg est au plus mal. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait quasiment fini la saison où je disais que ça me faisait rigoler que Sandro Wagner prenne Augsbourg et on m'avait dit est-ce que ce serait une prise de risque. C'est un peu comme si une rockstar allait faire un concert dans une petite ville très calme, très bourgeoise, République des cheveux blancs si vous voulez. Donc ça te fait un petit peu spécial parce que évidemment la hype autour est en train d'exploser. Je ne sais pas si vous avez mis le son que je vous ai envoyé. En tout cas, Mario Basler était invité sur Doppel Pass ce week-end et très clairement, donc Mario Basler, rappelons-le, il a un très beau palmarès mais ce n'est pas le plus grand professionnel du monde, hein. Il fumait, il allait en boîte, etc. Il buvait beaucoup avant ses matchs et il a expliqué il avait déjà expliqué dans son podcast ce qu'il pensait tout le mal de Sandro Wagner en disant que de toute façon il exagère partout dans sa communication externe et le présentateur lui dit mais où? Mais il dit partout, tout le temps. Il dit le vrai problème c'est que ce gars c'est un prétentieux, c'est un vaniteux, c'est un arrogant, il ne sait même pas ce que c'est d'entraîner une équipe de football, on n'est pas en train d'entraîner Unterhaching ou être assistant de Nagelsmann, là tu es en Bundesliga, tu dois éviter les erreurs de communication, tu dois éviter de parler à la place des joueurs, en gros il n'est pas Mourinho, Sandro Wagner. Et là, il s'est fait rhabiller, Sandro Wagner, par Mario Basler. Et ce qui est intéressant, c'est que les journalistes ont essayé de trouver un argument en disant « Bah oui, mais nous, parfois, on se plaint d'avoir des coachs qui sont un peu trop lisses dans leur communication, etc. C'est sympa d'avoir un mec comme ça. » Et Mario Basler, dès le début, dit « Fais gaffe à ce que tu vas dire. Déjà parce que tu n'es pas footballeur professionnel, donc tu ne sais pas de quoi tu parles. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une logique de résultat. » C'est-à-dire que tu peux flamber comme tu veux. Il a gagné la première journée à Fribourg. Tout le monde s'est emballé. L'effet Wagner, etc. L'effet a fait pchit, évidemment. Et la défaite de ce week-end contre Mayence, 4-1, était lamentable, aussi bien défensivement que sur l'animation offensive. Et donc, Mario Basler lui a dit, mais il va falloir qu'il retombe sur terre très, très rapidement, qu'il se mette à mettre le bleu de chauffe, à commencer à travailler
plutôt que de se croire déjà arrivé tout là-haut. C'est assez extraordinaire en fait la façon dont je trouve certains anciens champions allemands aiment rhabiller les joueurs des autres générations, et en tout cas je suis tout à fait d'accord avec Mario Basler, parce que Sandro Wagner c'est quand même quelqu'un de très très spécial. Bon, en tout cas, le bouc est parfaitement taillé, mon cher Polo. La mèche est parfaitement gelée également. Sandro Wagner, le look est important, j'ai l'impression, pour ce garçon. C'est très, très pas que le look, les belles voitures, les belles nanas, tout le temps en fait. Il montre sa richesse, c'est quelqu'un qui est comme ça, et je suis pas persuadé que ça plaise à une certaine, à toute l'Allemagne tout simplement. Mais voilà, enfin c'était le second, c'est un ancien international allemand, il était le backup de Lewandowski à l'époque, il a fait le bon boulot et tout ça. C'est une personne qui a eu une carrière en dents de scie, comme souvent ces genres de personnes un peu entre guillemets excentriques, médiatiquement parlant et à l'extérieur, mais voilà. Et quand tu es à Augsbourg, c'est ça le truc. Je crois que ça passe pas. Voilà, c'est ça l'idée. Il y a un moment, ils vont se dire bon bah t'es gentil, au revoir. Et même les joueurs dans le vestiaire, il y a des journalistes qui étaient sur le plateau de Doppelpass, ils commençaient à dire les échos qu'on a, c'est qu'il y a certains joueurs qui aiment pas trop, parce qu'on ne sait pas s'il s'adresse à la presse pour faire son show, on va dire à la Mourinho, ou à la Guardiola, ou à la Jürgen Klopp, ce que tu veux, ou s'il s'adresse en parlant notre nom. Et un coach ne doit jamais parler à la place des joueurs. C'est pas le même boulot, il n'est pas copain. C'est les choses qui n'existent plus. C'est différent maintenant. Le rôle est très différent. Voilà pour Wagner. Sandro Wagner, coach d'Augsbourg. Allez, 3e minute de la soirée. Elle est anglaise. On en voit aussi. Parce que je cherchais en fait une chanson avec du français, de l'anglais, des britanniques et des français. Parce qu'on va vous parler, donc je vais vous parler de Will Steele, de Julien Stéphan et de Valérien Ismaël, qui sont donc en Championship, vous le savez. Et je voulais faire un petit point sur comment ça se passait pour l'instant. Et que ça se passe pas très bien. On va commencer par le meilleur des trois finalement. C'est donc Julien Stéphan avec Queen's Park Rangers. Ils sont 9e actuellement du championnat. Ils ont battu Stoke ce week-end 1-0 à Loftus Road. 10 points, 3 victoires, 1 match nul, 2 défaites, dont une cinglante contre Coventry à l'extérieur, 7-1. Il avait pris très cher Julien Stéphan contre Frank Lampard. Mais là il reste sur 3 victoires de suite avec un effectif qui est un petit peu limité. Ils n'ont pas non plus un pouvoir financier et des moyens financiers, c'est le mot que je cherchais, extraordinaire à Queen's Park Rangers. Donc je trouve qu'il a mis un petit peu, au début c'était normal qu'il s'habitue un petit peu à ce championnat-là qui est très particulier. C'est une très très grande saison, il y a beaucoup de matchs, etc. Il y a pas mal de pression, c'est un jeu très physique. Et puis là, 3 victoires de suite, c'est plutôt pas mal pour Queen's Park Rangers, beaucoup mieux en tout cas que Valérien Ismaël. Alors lui qui a eu un match un peu particulier ce week-end avec Blackburn, donc son club, ils gagnaient 1-0 contre Ipswich. Le match a été interrompu à la 80e minute parce qu'il y avait des pluies diluviennes, mais un truc incroyable. Le match pouvait plus continuer, donc ils ont arrêté. Il leur reste 10 minutes à jouer. Ismaël, c'est 2 victoires et 3 défaites pour l'instant, donc avant ce match-là interrompu contre Ipswich, 6 points. Ils sont 18e au classement, différence de but de 0. Encore une fois, c'est pas génial. Lui, en revanche, connaissait plutôt bien le football anglais et le Championship, puisqu'il avait été à Barnsley notamment, il avait à West Brom aussi, donc il avait eu plusieurs expériences, contrairement à Julien Stéphan. Et puis le dernier, le petit nouveau aussi, c'est Will Steele. Alors lui, c'est un peu particulier parce qu'il revient chez lui qui avait vraiment envie de revenir en Angleterre, à Southampton. Une défaite 3-1 à Hull City ce week-end. Ils sont 19e, une seule victoire en 6 journées pour Will Steele, -2 de différence de but, 6 points seulement. Il a un petit peu du mal à mettre en place son collectif, ce qu'on avait pu voir à Reims ou à Lens par moment, dans un effectif pourtant qui descendait de Première Ligue, qui reste de qualité. Et c'est sûrement le meilleur club des trois, entre guillemets, pour finir le plus haut, entre Queen's Park Rangers, Blackburn et Southampton. Mais ça met un petit peu de temps pour Will Steele à s'installer. Will Steele, qui n'est pas français, je le rappelle, qui est anglo-belge. Oui, mais voilà, francophone, oui, voilà, ou francophone. Voilà, donc tu nous as mis une musique française avec un entraîneur anglo-belge. Voilà. C'était la minute de Julien Laurence. Oui, Polo ? Non, je pensais à Valérien Ismaël, qui est quelqu'un que j'ai adoré et que j'ai discuté très respecté en Allemagne en plus. Lui. Ouais, et qui finalement, autant je l'aimais beaucoup en tant que joueur, parce qu'il a fait les belles heures de Brême, du Bayern, etc. J'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas été appelé en équipe de France. Alors aussi, il y avait un moment où il était blessé. Mais en tant que coach, alors qu'il avait une mentalité très alémanique à l'époque, j'avais parlé avec lui déjà, etc., il n'a jamais vraiment réussi, sauf en Autriche à Linz. Mais sinon, son parcours en tant que coach est quand même
assez compliqué, on va dire ça comme ça. Voilà pour Valérien Ismaël, Julien Stéphan. Et donc Will Steele, dans un instant, on parle du Milan d'Allegri. 3 victoires consécutives. Avec Daniele, tu nous diras ce que tu penses de Rabiot et notamment d'un homme sous-estimé là aussi, Christian Pulisic. On parlera également de Vinicius et de vos ambitions cette saison des Drôles de Dames en Europa League. Restez avec nous, la suite dans un instant. RMC jusqu'à 22h, Génération After. RMC, 20h-22h, Génération After. Nicolas Jamin. Julien Laurence, Paulo Breitner, Edgar Grelot, Daniele Manoussia. Et les gars, c'est pas mal sans pub, de 4 minutes. On est bien. Ah, ça va plus vite. On enchaîne. Donc, avec les Drôles de Dames, Daniele, on porte pas forcément dans notre cœur Massimiliano Allegri ici, pour tout ce qu'il propose en termes d'esthétisme, en termes de jeu, de football tout simplement. Mais il est peut-être en train de relever le Milan qui vient d'enchaîner une 3e victoire consécutive. La dernière ce week-end, bien sûr, Daniele. Et est-ce qu'il est peut-être en train d'échanger aussi, lui aussi vous savez, je pense que vous êtes à connaissance de la grosse polémique qu'il y a eu il y a quelques années entre Allegri et un commentateur, un ex-joueur qui s'appelle Daniele Adani. Dites-moi déjà si vous connaissez ou pas. Adani, oui, on connaît. Mais alors la polémique, je ne me souviens pas. La polémique, c'était en plein direct après des matchs de la Juventus où ils se sont vraiment... ils ne se sont pas pris à gros mots, mais presque, parce qu'Adan, il disait qu'en gros, les idées d'Allegri étaient vieilles. Bon, finalement, Adan, il est parti de Sky Sport et Allegri, il est parti de la Juventus. Et, mais depuis des années, ça continue leur polémique. Adan, dès qu'il peut, il parle contre... C'est qu'il part d'un foot comme il est simple, parce qu'Allegri, il dit souvent, le football, il est simple. Et il a des explications des fois ridicules, parce qu'il dit, tu sais, il faut pas, les joueurs 1, il doit passer la balle au joueur 2, le joueur 2, il doit passer la balle au joueur 3. Pour lui, le foot, il y a toujours des explications. Est-ce qu'il n'y a pas de la provocation chez lui aussi? Je rappelle qu'il a longtemps dit, notamment quand il était à la Juve, que les entraînements ne servent à rien. Oui, il dit toujours des choses comme ça. Il dit les entraîneurs, ils ne servent à rien. Alors on se demande pourquoi lui, il prend 10 millions par an. Mais non, je ne pense pas qu'il se moque de nous. Je pense qu'il est sincère. C'est ce que beaucoup d'Italiens aiment. Je pense juste que voilà, il réfléchit pas trop à ce qu'il dit. Et il y a beaucoup de choses pratiques qu'il met en place dont il ne sait pas parler, peut-être il n'aime pas parler dans cette clash qu'il y a eu avec Adani. La plus grosse, comment dire, le plus gros mot qu'il a dit Allegri à Adani, c'était toi, tu lis des bouquins, tu connais le football grâce à des bouquins. Et Adani, bon, il a dit, moi, des bouquins, moi, comme si c'était la pire chose au monde, lire des bouquins, voilà, un insulte. Mais il y a un niveau aussi d'explication très très bas, en Italie au moins, et ça explique une chose. Après, l'autre, c'est vrai qu'Allegri, il n'avait pas peut-être les bons joueurs, là, avec les Milan, il a une équipe qu'on commence un peu à voir que les niveaux, il est pas, comment dire, il est plus haut que l'année dernière. Il a mis un milieu avec Modric, Rabiot et Fofana. Il a dit que Fofana, il faut qu'il mette plus de buts. Et là, il a marqué contre l'Udinese. Il y a Pulisic qui n'a pas joué les derniers matchs et on a tendance à l'oublier. On part toujours de Leao. Il n'y a pas Leao. Mais quand il n'y a pas Pulisic, personne ne le remarque. Mais quand il joue, on le remarque. Parce que là, il a mis 2 buts, il a mis une passe décisive et il a causé les buts de Fofana. Et c'est vraiment un joueur qu'en Italie, au moins, il peut faire la différence contre, on va dire, 2 tiers du championnat. Après, ce n'est pas un dominateur, surtout dans les gros matchs. Physiquement, il peut souffrir les matchs trop intenses avec des marquages individuels trop durs, mais il n'est pas tout puissant, on va dire. Mais il y a beaucoup de matchs où il est décisif, où il fait beaucoup de choses décisives. Et après, bon, le deuxième mi-temps, il est rentré en concours. Et là aussi, on voit de la qualité. Il faut dire que cet été, quand le Milan il a fait ses recrutes, et l'Inter, elle n'a pas fait ses recrutes, parce que l'Inter, elle est passée à côté du marché estival, les supporters de l'Inter, ils étaient jaloux du Milan. Et ils avaient peur que les Milan pouvaient déjà les dépasser en championnat. Et sur toute la presse italienne, Milan était une des équipes qui allait peut-être jouer les championnats contre Naples, qui c'était les grands favoris. Mais après, il y avait Milan,
Inter, Juventus, mais surtout Milan et Inter. Et ça, c'était quand même exceptionnel parce que l'année dernière, il faut rappeler, Milan, ils sont arrivés 10e, 9e, une chose comme ça, en dehors de toute coupe. Et ça, c'est un autre avantage qu'ils ont parce que cette année, ils ne vont pas jouer les 2 matchs voilà, que tous les autres. Sauf ces week-ends-là. Ces week-ends-là, il va y avoir le match contre Naples. Et Milan va jouer un match en plus en Coupe d'Italie à cause du mauvais classement de l'année dernière. Et donc, il aura joué un match en plus par rapport à Naples qu'il a la Champions League. Donc, c'est un peu paradoxal. On va voir l'impact. Mais pour le moment, le Milan, il marche très bien. Le match contre Udinese, ce week-end, ils ont gagné 3-0 à Udine. Ils ont dominé. C'était le premier vrai test pour Milan parce que Udinese, on le connaît, c'est une équipe physique, dure, duel individuel partout. Mais ils ont gagné tous les duels. Ils ont gagné sur un point de vue stratégique parce que ça a marché la stratégie d'Allegri avec Pulisic qui venait vers le milieu et Rabiot et Fofana qui rentraient dans la surface. Tout le monde a bien joué, en gros. Modric, on l'a dit, mais il est de plus en plus le patron de ces milieux. Le seul doute sur Modric, c'est est-ce que ça va durer comme ça toute l'année? Parce que là, c'est vraiment, il faut le remettre peut-être dans la liste des ballons d'or. L'année dernière, peut-être, vous le retrouvez dans les 30, je ne sais pas. Rabiot a été énorme aussi, apparemment, sur ce match-là, en tout cas. Rabiot aussi, il a mis la passe décisive pour Pulisic, même si là, il y a une faute grossière du gardien de l'Udinese. Mais oui, mais tout le monde joue bien. Ils jouent avec de l'élan, ils jouent avec de la créativité. Dans les dernières 30 mètres, ils sont beaucoup. Ce n'est pas l'équipe d'Allegri où on est derrière et voilà, long ballon pour le numéro 9. Voilà, le seul point négatif de Milan, c'est Santi Giménez, qu'il a une malédiction sur lui. Il n'arrive pas à marquer. On aurait dit vraiment presque un match de charité à un certain moment. Tous les Milan essayaient de lui faire marquer un but. Il n'est pas arrivé, il a même substitué à un certain moment. Je pense que c'est un cas désespéré. Et quand il y a Leao qui va rentrer dans l'équipe, on ne va plus le voir, Giménez. Mais à part Giménez, c'est vraiment une équipe où tout marche bien. Moi, j'ai des doutes. Je mets les mains vers l'avant. Moi, j'ai des doutes sur la défense. On va voir avec Naples samedi. Mais pour le moment, tout marche bien. Et Allegri aussi, il est arrivé même à proposer un autre visage, un jeu plus offensif, un jeu plus brillant que d'habitude. Et le premier gros test, tu l'as dit samedi, Milan-Napoli, on sera là lundi prochain pour débriefer ce duel. Polo, il se passe quoi avec le gardien de Fribourg, là, Noah Atoboulou, 21 ans, qui a battu un record ce week-end lors de la victoire 3-0 contre le Werder? Parce qu'il n'arrête pas d'arrêter tous les pénaltys. Mais c'est dingue. Enfin, c'est un record en Bundesliga, j'ai dit ça aujourd'hui. Ouais, 5e pénalty consécutif arrêté. Ouais, mais il y en a un autre, c'est le gardien de Sampaoli, Vlasic, qui est aussi pas mauvais à ce niveau-là. Mais Noah, c'est assez extraordinaire parce que tout le monde l'attend déjà en équipe d'Allemagne. Et Nagelsmann ne l'appelle toujours pas, il le laisse chez les U21. Moi, les échos que j'ai de lui, c'est que c'est quelqu'un qui a la circonférence de la tête d'un certain Horst Hrubesch. Ah oui, c'est-à-dire qu'il a quand même un sacré melon. Mais c'est un gardien que j'attends et qui, à mon avis, risque d'être le futur gardien de l'équipe nationale à court terme, quoi. Même si le grand débat en Allemagne, c'est le retour de Manuel Neuer. Hein. C'est ça Bien sûr, faudrait qu'on en parle de ça. Le débat en ce moment. Mais ouais, alors moi en plus, formé à Fribourg, j'adore ce club, vous le savez, qui pour la première fois a dépassé les 200 millions de chiffre d'affaires. Il y a une énorme interview du responsable des sports, Zaire, qui explique très clairement qu'ils n'ont pas fini d'évoluer à ce niveau-là. Ça a l'air de rien, mais c'est la 3e année en 4 ans que Fribourg se qualifie pour l'Europa League. Et si on va directement Et j'ai jamais vu un effectif comme ça. Alors attention, j'en reviens à l'historique. Hein. Ils sont pas là pour battre la Juve et West Ham comme à l'époque. Hein. Ils peuvent pas le faire. Mais si Fribourg va en 8e de finale, c'est ce que j'attends. Ils ont des joueurs qui ont encore été recrutés, que je trouve génialissimes, ils ont un milieu de terrain. Alors c'est Egenstein, le Storege évidemment, mais il y a un Suisse là, qui a un carton rouge, j'en ai parlé d'ailleurs en Suisse ce week-end, qui a 19 ans, c'est Manzambi. Alors lui, il va faire une carrière assez génialissime. Oui. Quel profil? Alors c'est un milieu relayeur. Il est monstrueux physiquement, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. J'ai cru comprendre que Dortmund était déjà dessus pour l'année prochaine. C'est vraiment... il est déjà international suisse, hein, même s'il est remplaçant, parce que le milieu de terrain est bien fourni
à la Nati, mais c'est quelqu'un que j'aime énormément. Évidemment, Ginter en défense centrale avec Linard, à Toulouse on en a parlé. Vous avez Griffo, vous avez Suzuki, le japonais qui a remplacé un autre japonais, évidemment Dohan, parti à Francfort. Ce qui manque peut-être encore, à moins évidemment qu'ils arrivent à faire ce qu'il faut au niveau de l'attaque, c'est peut-être un vrai numéro 9 qui marque. Mais en tout cas, Fribourg est bien reparti. Moi, je les vois en 8e cette année à nouveau, ce qui est quand même assez exceptionnel pour ce club. Et pour Stuttgart, l'autre club, d'ailleurs club qui est juste à côté, parce que c'est un derby entre Fribourg et Stuttgart. Moi, je vois bien Stuttgart en quart de finale de l'Europa League et plus si possible. Il y a du boulot, ils ne sont pas encore à 100%, il y a un match très important contre le Celta Vigo. Et d'ailleurs, j'ai oublié, mais Fribourg, il y a un derby, parce que c'est contre Bâle. Donc, il y a, pour ceux qui connaissent un peu la géographie, il y a 60 km entre les deux villes. C'est la frontière, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, ça va être intéressant, mais en tout cas, cette Europa League, je la trouve très intéressante, mais je me demande si dans la réforme C1, C3, l'Europa League, le fait qu'il y ait 36 équipes maintenant en Ligue des Champions, n'est pas un peu pénalisé au niveau du plateau. Peut-être, mais financièrement, non. La récompense est un peu plus généreuse, mais on va en parler dans un instant de l'Europa League. Voilà, allez découvrir les joueurs qu'a cité Polo, notamment ce gardien Noah Atubolou, qui avait déjà mis en échec, pas n'importe qui, André Silva, Florian Wirtz, Kevin Volland et Josip Juranovic en Bundesliga. Tout ça depuis la fin de saison 2024-25. Dans un instant, on parle d'Europa League. Polo a commencé à parler de Francfort et de Fribourg, ces deux représentants. On parlera de la Roma de Bologne, Nottingham Forest, Aston Villa, le Betis, Celta Vigo. Et on parlera de Vinicius aussi dans un instant, bien sûr. Y a-t-il un souci Vinicius au Real Madrid? Edgar va nous dire ça dans quelques secondes. Reste avec nous, la suite des Drôles de Dames dans un instant. RMC jusqu'à 22h, Génération After. RMC, 20h-22h, Génération After. Nicolas Jamin. Avec Daniel Emanoussia, Edgar Grollo, Polo Breitner et Julien Laurence. Il faut qu'on parle de Vinicius cette semaine, mon cher Edgar. On n'en a pas parlé depuis le début de la saison. Pourquoi ? Parce que, 16e du classement Ballon d'Or. Lui, je pense qu'il s'en fout maintenant. Pas forcément d'ailleurs, en tout cas son club boycotte la cérémonie. C'est pas la meilleure période de sa jeune carrière à Vinicius, sorti en cours de match contre l'Espagnol Barcelone à la 77e minute, ce qui peut paraître infamant pour le joueur qu'il était il y a encore quelques mois au Real Madrid, alors qu'il jouait l'intégralité des matchs. Il a pesté contre Xabi Alonso quand il est sorti. Xabi Alonso ne lui a pas tenu rigueur en conférence de presse ensuite, il en a reparlé encore aujourd'hui. Comment ça se passe dans la tête de Vinicius, mon cher Edgar, en ce moment ? Déjà, il faut garder quelque chose en tête, c'est que Vinicius Junior et Carlo Ancelotti, c'était une grande histoire d'amour. C'est Carlo Ancelotti qui l'a sorti et qui a réussi à l'amener au niveau où on le connaît, alors que tout le monde le critiquait, tout le monde même, je vais le dire, le crachait dessus parce qu'on se moquait de lui, on disait qu'il ne savait pas terminer une action, qu'il n'avait pas le niveau du Real Madrid, etc. etc. Carlo Ancelotti, c'est celui qui a cru de A à Z à Vinicius Junior. Maintenant, il y a un nouveau coach, Xabi Alonso, et Vinicius, il sort d'une saison où il n'a pas été bon, il n'a pas été performant, même sa présence dans la liste des 30 peut surprendre certains et je le comprends. Et maintenant, Xabi Alonso est arrivé très clairement en disant il n'y a pas de statut, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Et Vinicius, même s'il a été deuxième du Ballon d'Or, même si c'est déjà une, on va dire, jeune légende du Real Madrid, en tout cas un joueur qui a apporté beaucoup à des titres très importants, il peut être placé sur le banc. Et c'est ce qu'il est en train de faire. D'un match à l'autre, il va être sur le banc. Le match d'après, il va être titulaire. En tout cas, il n'y a pas de certitude. Et Xabi Alonso essaye en tout cas de communiquer en disant je mets les joueurs qui le méritent. Vinicius Junior n'est pas satisfait, il a l'impression de faire les efforts, et il y a un article qui est sorti il y a quelques instants sur Marca qui fait part d'un nouveau souci, c'est que l'agent de Vinicius Junior aurait rencontré la direction du Real Madrid et aurait complètement mis en pause, on va dire, les négociations autour d'un éventuel nouveau contrat de Vinicius Junior, parce que on s'en souvient, c'était un petit peu le feuilleton de l'été, on nous disait que c'était très proche d'arriver, cette prolongation de Vinicius Junior, mais à l'instant T, ce serait donc au point mort. Xabi Alonso, comme tu l'as dit, lui en tient pas rigueur, en tout cas publiquement, de son agacement assez visible de Vinicius, puisqu'il râle en sortant du terrain. Xabi Alonso lui dit qu'il a été joueur qui comprend, mais la réalité c'est que
si Vinicius veut être titulaire, il faut qu'il soit performant. Si Rodrigo veut être titulaire, il faut qu'il soit performant. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun des deux qui est titulaire, mais donc qui est performant, mais donc il n'y en a aucun des deux qui a un avantage sur l'autre. Et Vinicius Junior aujourd'hui, il est méconnaissable depuis qu'il n'avait pas remporté le Ballon d'Or. Ça continue et son début de saison, pour l'instant, n'est pas plus positif que sa fin de saison dernière. En fait, il fait des prises de balles. Tu as l'impression aujourd'hui de voir un joueur qui essaye de prouver. C'est-à-dire que dès qu'il a le ballon, il a envie de faire un arc-en-ciel, il a envie de faire une virgule, il a envie de faire un truc, il a envie de faire la différence, il a plus envie de jouer simple. C'est un joueur évidemment qui a toujours apporté du spectacle de dingue et j'ai jamais envie de voir Vinicius arrêter d'essayer de faire des sombreros et des arc-en-ciel. Mais à un moment donné, quand tu n'es pas en confiance et que tu vois que ça marche pas, il faut aussi essayer vraiment d'être le joueur qu'il faut pour l'équipe à cet instant T. Et aujourd'hui, Vinicius Junior n'arrive plus à faire les différences qu'il arrivait à faire avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas à les refaire, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un problème de confiance et il peut-être y avoir un problème entre Xabi Alonso et Vinicius. Et de maturité, j'ai l'impression, hein, mon cher. En tout cas, d'impatience chez lui et son entourage, visiblement, quoi. Qui oui, effectivement a longtemps hésité, hein, pour contextualiser l'été dernier, à quitter le Real pour l'Arabie Saoudite avec une offre record, une offre de contrat. Il a décidé de rester, il ne pensait pas que ça allait tourner comme ça pour l'instant. La grande question, et ce serait intéressant à suivre, c'est savoir comment il va appréhender cette première difficulté, celle qu'il avait rencontrée au début au Real, hein, quand il avait du mal à convaincre, et que Benzema, Zidane ont aidé, quoi. Cette fois-ci, comme je disais, il n'y a plus son grand mentor, il n'y a plus aussi d'autres cadres du vestiaire qui étaient là pour l'aider. Le cadre du vestiaire, l'un des cadres du vestiaire aujourd'hui, Vinicius est censé faire partie de ces leaders, de ces cadres du vestiaire, de ces joueurs matures qui montrent l'exemple. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Et en Espagne, on est aussi en train de remarquer que l'entourage de Vinicius Junior, pour l'instant, a fait sortir quelques informations ces derniers jours, justement, notamment par rapport à cette prolongation de contrat qui ne vient pas. En tout cas, c'est un vrai sujet. Là où, par exemple, Rodrigo, la saison passée, quand il jouait pas, il y a des moments où on l'entendait pas parler, on n'entendait pas parler, c'était presque oublié, des moments où il était en difficulté. Là, Vinicius Junior, ça fait énormément de bruit, c'est un sujet central dans les conférences de presse. J'ai presque envie de dire merci parce que c'est déjà mieux de parler de ça que de l'arbitrage comme toutes les semaines ici à Madrid, mais en tout cas c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et Vinicius Junior, c'est pas n'importe quel joueur, et donc d'avoir une situation tendue comme ça, ou en tout cas qui apparaît tendue à l'extérieur, c'est quelque chose qu'il va falloir régler rapidement pour le Real Madrid et pour Vinicius évidemment. Voilà pour Vinicius Junior. Retour de la Ligue Europa mercredi et jeudi, Polo a commencé à en parler, il y a de grandes chances que le vainqueur se trouve chez l'un de chez vous, hein. Il y a eu d'ailleurs alternance ces 4 dernières saisons, Tottenham saison dernière, Atalanta en 24, Séville FC en 23 et Francfort en 22. Aucun de ces clubs ne la joue cette saison. Stuttgart, Fribourg, t'en as parlé, Polo. Il y a la Roma et Bologne. Pour toi, Daniele, quelles ambitions pour ces deux effectifs? Bon, d'ailleurs, la Roma va commencer face à Nice mercredi soir et Bologne va jouer Aston Villa de Julien. Quelle ambition pour ces deux équipes? Mais la Roma, l'année dernière, elle est sortie contre Athletic Club. Un huitième de finale, dans 2 matchs que voilà, elle aurait peut-être mérité de passer, ou s'il était passé, c'était pas avec un vol à l'arrache. Et Athletic Club, on le sait, après ils sont arrivés jusqu'à la finale. Donc de faire mieux que l'année dernière, avant de passer les huitièmes au moins. Et après, the sky is the limit. La Rome, les supporters de la Rome, ils pensent toujours à la finale contre Séville, donc voilà, on est toujours là avec la tête. Je pense qu'ils aimeraient bien gagner la Coupe d'Europe après avoir gagné la conférence. Et Bologne, c'est différent parce que l'année dernière, ils ont fait la Champions League avec beaucoup d'enthousiasme. Ils n'ont pas obtenu les résultats qu'ils espéraient, mais ils ont eu les prestations. Par contre, ça a eu un impact sur les championnats, où pendant la Champions League, le Bologne, il était bien derrière. Et en fait, après, ils sont arrivés à se qualifier pour l'Europa League parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Italie. Ils sont arrivés loin de classement pour la Coupe. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer cette année. Ils ont mal démarré leur saison. Je pense que la concentration, il faut qu'elle soit plutôt sur les championnats cette année. Après, le niveau un peu plus bas, ça va peut-être les aider. Mais Bologne, ce n'est pas non plus une équipe avec énormément de qualité. Elle souffre beaucoup
dans chaque match. Donc, chaque match en plus, c'est une souffrance en plus. Voilà. Donc, je ne sais pas. Chez toi, Julien, Nottingham, Forest, qu'est-ce que peut espérer Forest cette saison et Aston Villa qui va en faire un objectif ou pas? Ils ont changé d'entraîneur déjà à Forest après 3 journées, on l'a dit. Nuno Espirito Santos qui a été limogé. Ange Postecoglou qui est revenu après avoir lui-même été limogé de Tottenham à la fin de la saison dernière. Il n'a pas gagné en 3 matchs contre Arsenal. Bon, ça peut se comprendre, mais après d'aller perdre à Swansea en Coupe de la Ligue alors que tu menais 1-0 ou 2-1 pardon, à la 90e minute, il trouve le moyen de perdre encore. Et puis là, ce week-end, faire match nul contre Burnley. Donc je sais pas. Postecoglou a gagné avec Tottenham la saison dernière cette compétition, donc en tout cas il a cette expérience-là, ce qui est bien. Mais il a aussi un effectif qui correspondait plus à Nuno, surtout dans son profil très défensif qu'à son football à lui. Pour Villa, c'est Unai Emery le spécialiste, vraiment. Donc je t'aurais dit que c'était un favori, mais ils ne mettent pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison. Donc ils sont à la cave totale. Donc je sais pas, c'est à voir. Et puis ça commence par 2 matchs compliqués quand même. Forest va au Betis et on l'a dit, le Aston Villa Bologne va pas être facile non plus. Eux qui se sont rencontrés l'année dernière en Ligue des Champions. Villa avait gagné, mais c'est une autre équipe de Villa à l'époque. Alors le Betis, justement, t'en parlais Julien, et Celta Vigo, représentant espagnol de cette C3 saison 25-26. Edgar, quelle ambition pour le Betis? Commençons par le Betis. Ouais. Je pense que le Betis, déjà, n'oublions pas qu'ils ont fait finaliste de Conference League la saison passée et que c'était déjà un moment historique pour le club. Je pense qu'ils ont pris goût à briller en Europe et ils ont compris qu'ils pouvaient briller en Europe. Maintenant, ça dépend beaucoup pour moi d'Isco, ça dépend beaucoup pour moi d'Anthony. L'une des forces de cette équipe, c'est qu'elle peut attaquer de différentes manières et qu'elle est polyvalente devant, parce que Isco, il peut te permettre de faire différentes choses. Et Anthony, l'apport qu'il a eu pour cette équipe la saison passée était extrêmement important. Le problème, c'est qu'actuellement, Isco est blessé. Il va rater les 3 premiers mois de compétition. Donc déjà, cette équipe du Betis sur ce début de saison, elle a quand même pas la même saveur, il n'y a pas la même créativité. C'est pas une mauvaise équipe de football. 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite pour l'instant. C'est relativement solide, même s'ils ont quand même des problèmes en défense quand Diego Llorente n'est pas là, et il a encore une gêne, il sera sûrement pas là face à Nottingham Forest. Voilà, c'est une bonne équipe, mais j'attends surtout, pour me positionner au niveau des ambitions, j'attends surtout le retour d'Isco, voir à quel niveau il va revenir, voir si c'est vraiment le Isco de la saison passée. Si tu as un grand Isco, que tu as un grand Anthony de la saison passée, que tu as une équipe qui tourne avec un coach expérimenté, Pellegrini, ça peut être une équipe très très dure à jouer dans cette Ligue Europa. Moi je suis persuadé que ça va être une équipe dure à jouer. Je ne les mettrai pas évidemment dans les favoris, mais ça peut être un outsider pour ce titre-là. Et en tout cas, je pense qu'il n'y a pas une équipe aujourd'hui en Ligue Europa qui sera content de tirer le Betis dans cette compétition. Donc je pense que c'est une équipe qui peut avoir des ambitions. Et petit bémol aussi, le fait qu'ils n'ont pas leur stade. Ils n'ont pas leur stade. Alors ils jouent à la Cartuja, qui est un stade exceptionnel, immense, mais c'est quand même pas exactement la même ambiance. Le bruit sort un petit peu plus facilement qu'au Villamarine. Il n'y a pas la même histoire, il n'y a pas la même sensation quand tu te déplaces là-bas, que tu es une équipe à l'extérieur. Donc ça, je pense que ça peut être un petit bémol pour eux, même si ça reste un très beau stade. Voilà, tu joues pas dans ton stade, t'as pas forcément la même forteresse. Voilà. Voilà pour le Betis. Je peux rajouter 2 choses rapides. Non, il a fini. Bien sûr. Tu as fini. Non, en fait, il y a 2 choses. Ah non, mais tu veux parler du Celta Vigo peut-être. Excuse-moi. Après. Non, mais vas-y. C'est 2 choses. Moi, cette compétition, ce qui va être intéressant, c'est de voir si les clubs britanniques se baladent ou pas. Parce que théoriquement, il y a un nivellement dans cette C3 qui fait que c'est une coupe qui est souvent très très intéressante. Et puis il y a quand même 2 outsiders qui sont Porto et Fenerbahçe, je pense, qui peuvent faire des beaux parcours, et notamment le club portugais. Voilà, excuse-moi. Et le Celta alors, Edgar, vas-y. Non, le Celta, pour le coup, moi je mettrais pas une énorme pièce dessus. Déjà, quand on voit, alors ils sont en train de faire un début de saison presque historique, parce que là ils sont sur 5 matchs d'affilée avec exactement le même score, un partout. Donc c'est quand même rarissime. 5 matchs nuls d'affilée, c'est quand même un début de saison très compliqué pour eux. Quand je vois leur effectif, si je le compare par exemple au Betis, c'est quand même beaucoup moins fourni. Tu as des joueurs qui sont importants, qui sont vieillissants. Diego Aspas, évidemment, le capitaine qui est plutôt en sortie de banc maintenant. Tu as quand même une phase de ligue qui est
difficile avec que des déplacements compliqués. Stuttgart, Dynamo Zagreb, Ludogorets, Étoile Rouge de Belgrade, il n'y a pas de cadeau. Même à domicile, tu n'as pas de match a priori très facile. Tu n'as PAOK Salonique qui vont être favoris, mais après tu as Nice, Bologne, Lille. C'est quand même piégeux et surtout, j'ai pas l'impression que ce soit une équipe qui soit assez régulière pour aller vraiment poser des problèmes jusque tard dans la compétition. Et je dis pas qu'ils peuvent pas embêter des équipes, mais je vois mal le Celta Vigo pouvoir réussir exploit après exploit dans la phase d'élimination directe, parce que même sur ces dernières saisons, c'est pas une équipe pour moi qui est assez régulière. C'est une équipe qui pose des soucis, qui des fois fait des surprises, mais j'ai du mal à leur donner énormément d'ambition sur cette compétition, même si évidemment ils doivent avoir l'ambition de se qualifier pour les huitièmes de finale. Qui débute mercredi soir et qui se prolonge jeudi soir sur 2 soirées, la première journée de la phase de saison régulière de la Ligue Europa. Alors, dernière minute de la soirée, est-ce que Daniele va sauver les minutes musicales? On envoie la musique, s'il vous plaît. O forse è molto più semplice di quello che so. Guarda quella maglia che adoravo, non la uso più. Oui, non, je pense pas. Hein. Bah, c'est pas mal. Je sais pas, oui, c'est. Sic Tamburo. Je te confirme. Ah, moi j'aime bien, non, ça passe. C'est bien, ben, c'est de l'électropop très très italien. Et je l'ai choisi surtout pour les mots qu'il chante. Il dit, c'est Sic Tamburo, il s'appelle, voilà, là le nom du groupe, c'est pas brillant. Sic Tamburo, donc on va dire, je sais pas, la tambourelle malade. Et il dit, regarde ces maillots que j'ai. Le tambour malade, c'est ça, le tambour malade. Oui, en gros. Bien, mais en fait, c'est l'ancien. Ils avaient un groupe avant qui s'appelait Prozac Plus, qui était assez. D'accord, ok. Ouais, mais ils étaient assez, comment dire, mythiques en Italie. Hein. Prozac Plus, très bien. Ouais. Et bah, il dit, regarde ces maillots que j'adorais, je ne les porte plus. Et les maillots, bon, c'est celui de la Roma, et les joueurs qui a failli ne plus jamais le porter et qui ce week-end a pourtant été les protagonistes du derby, c'est Lorenzo Pellegrini. Il y a 3 jours avant la clôture, la fermeture du mercato, Gasperini, il a dit qu'il s'il trouvait une place, une autre équipe, lui, il aurait été content, il aurait, comment dire, il aurait dit, vas-y, sois heureux, quoi. Et la Roma ne voulait pas lui renouveler le contrat. Lui, il n'a pas trouvé un autre club, donc il est resté. Ils ont continué à poser des questions à Gasperini, qui disait c'est pas à moi qu'il faut poser ces questions, mais plutôt à la société ou au joueur lui-même. Il lui a enlevé le brassard de capitaine en disant qu'on préférait les critères du nombre de matchs joués, donc El Shaarawy et Cristante. Et ensuite, il a dit aussi avant le derby que potentiellement c'est un joueur très fort, mais qu'il doit encore devenir un athlète. Donc voilà, de dire d'un footballeur professionnel qui n'est pas encore dans un niveau athlétique de haut niveau, c'est quand même blessant. Et après, d'un coup, personne ne s'attendait à ça. Il était dans aucune compétition prévue. Il a titularisé avec 0 minutes dans les jambes en championnat, 0 minutes dans les matchs amicaux. Il était blessé l'année dernière. Donc voilà, vraiment, de nulle part, il a sorti Pellegrini titulaire contre la Lazio. Il y a un an, c'était à peu près la même chose. Lui, il était critiqué par les supporters dans les moments de Juric. Ranieri, l'entraîneur d'après, il l'a mis titulaire, il avait marqué, et là, il a marqué encore une fois. C'était un peu un petit rêve. Lui, après les buts, il a juste levé les bras, il a baissé les yeux, il regardait nulle part. Il était au fin fond de lui-même, en cherchant son Moby Dick intérieur. La Lazio, c'est l'équipe contre laquelle il a marqué 4 buts déjà, l'équipe contre qui il a marqué le plus. Donc c'est un peu l'idéal par un joueur de la Rome, romain, capitaine, ex-capitaine on va dire. Mais bon, son histoire elle reste dans un lambeau. C'est que les supporters ils vont toujours lui critiquer. C'est qu'il ne s'appelle pas, il n'a pas la vision, il n'a pas les pieds de Francesco Totti. Non mais qui les a des joueurs passés par la Roma. C'est quasiment l'homme d'un club, hein. Il y a 2 saisons à Sassuolo seulement. À 29 ans, Lorenzo Pellegrini. C'est la minute de Daniele. Merci les amis d'avoir participé bien sûr à cette émission en podcast exclusivement. Cette fois-ci, on sera de retour en direct lundi prochain. C'est les vrais fans qui écoutent. Sur RMC. Bien sûr. Les vrais fans nous écoutent, ils sont là, ils vous ont écouté attentivement. Ils n'ont pas regardé au MPG, ils n'ont pas regardé la cérémonie du Ballon d'Or, ni peut-être Emmanuel Macron qui parlait ce soir à l'ONU. En tout cas, on était ensemble avec Polo, Daniele, Edgar et Julien. Bonne semaine à tous. À très vite. Bye bye.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.